J'ai eu longtemps honte de mon parcours. En France, tu as des classes sociales. J'étais la plus basse, boursière échelon 7. Grosso modo, pour te donner une idée, tes parents gagnent moins de 19 000 € par an pour toute la famille, pour un foyer. Désolé si la question est naïve, parce que moi je viens pas du tout de ce milieu-là, mais comment tu captes qu'il y a une autre voie qui existe, que le succès existe? Je vois des filles super riches et je lui dis ouais, tu penses que tu pourrais m'introduire tu vois, j'aimerais trop traîner avec vous, vous avez l'air trop cool, j'aime trop votre style. Et elle me fait mais Chanel, tu rêves, t'es pas riche, tu peux pas traîner avec toi. Et du coup là je me retrouve dans un tunnel, je fais ça tout mon BTS et tout mon bac, donc je fais ça pendant 5 ans, où je fais semaine de cours, le soir je récupère les enfants, je rentre chez moi à 21h, le samedi matin je vais au marché, je finis le marché, je vais faire du babysitting. Entre temps je trouve un job dans les écoles et donc je fais toutes les vacances scolaires, c'est-à-dire que j'ai 3 jobs pendant 5 ans et je mets tout de côté. Je vais faire que cette école, c'est-à-dire que j'ai fait un concours, c'était cette école. Je comprends pas la logique, tu te dis je vais faire l'école la plus claquée au sol. Tu prends le top école, post-bac, tu vas en bas, l'avant-dernière. Ça va être quoi ton salaire à ce moment-là? C'est ton premier CDI? Donc je signe, il y a 28 plus 10, 38 000 € de package. Et là je commence à toucher des salaires 3 000, 3 500 €, 4 000 € net par mois après impôt. Je me dis c'est trop bien commercial. C'est un super job pour toi, Styles, pour changer de classe sociale. T'as prouvé qu'en France, c'était possible, sans grande école, sans bac général, de gagner 200 000 € brut par an. Ouais. Vas-y, vends-moi un truc là. Il y a quelqu'un qui m'appelle, j'ai pas du tout envie de prendre cet appel dans l'open space. Vas-y, let's go. Salut Marc. Bonjour, et vous êtes qui? Qu'il arrive, il veut 4 800. Il arrive en entretien, donc il dit pour le salaire, du coup, c'est quoi? Et la meuf lui dit, c'est 6 000 par mois. Et là, il fait 6 000. Messieurs, dames, bienvenue dans ce nouvel épisode de Métier de rêve. 2 petites précisions avant de commencer. La première, c'est que si vous voulez venir sur le talk show Métier de rêve, c'est possible. Il suffit de nous écrire à jocaristv@gmail.com. Et la deuxième, je le reprécise, c'est hyper important si vous kiffez le contenu de vous abonner. Ça nous envoie énormément de force. Et moi, je vous promets en échange de vous faire le meilleur contenu possible. Alors aujourd'hui, on est avec Shannon. Shannon, comment ça va? Écoute, ça va très bien et toi? Merci de me recevoir. Écoute, je suis très content de te recevoir, Shannon, parce que on n'a pas souvent sur ce talk show reçu des transclasses. Toi, tu as une histoire qui est complètement dingue, une success story qui est folle. Et voilà, j'ai envie qu'on creuse et qu'on comprenne échelon par échelon comment t'en es arrivé, où t'en es aujourd'hui. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Ouais, je m'appelle Shannon, j'ai 27 ans, je suis commerciale, je suis sales coach aujourd'hui, donc je suis entrepreneur. J'accompagne les commerciaux et les entrepreneurs à vendre plus, à vendre mieux, sans se travestir, parce que je pense qu'on peut être soi-même et vendre très bien. Ok. Alors, pour commencer au début, est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans quel milieu tu as grandi? Ouais, bien sûr. En fait, moi, j'ai grandi dans un milieu assez défavorisé, dans le sens où, en fait, c'est pas compliqué. En France, tu as des classes sociales. Donc, Ouais. J'étais la plus basse, donc boursière échelon 7. Donc ça veut dire quoi, boursière échelon 7? En gros, en fait, l'État t'accorde des bourses aux étudiants, donc aux personnes qui font des études. C'est valable à partir du lycée à peu près, et c'est basé sur les revenus de tes parents. D'accord. Moi, je viens d'une famille monoparentale, donc mes parents se sont séparés, j'avais 1 an. J'ai pas du tout grandi avec mon père, même si je le connais, voilà. Mais j'ai grandi avec ma mère, donc j'ai une petite sœur, et on était 2, et donc moi, je suis née à Lyon, et ma mère, elle nous a pris à Paris quand on avait 6 ans. On est monté à Paris suite à un événement familial difficile. Et elle nous a élevés toute seule. Et tu vois, ma mère m'a eu à 20 ans, donc elle n'a jamais fait d'études. Elle est coiffeuse. Et j'ai toujours grandi en fait dans cet environnement où j'ai dû être toute seule, me battre un peu toute seule, tu vois. Et donc boursier échelon 7, ça veut dire... donc boursière échelon 7, c'est en fait, quand tu es tout seul, l'État t'accorde une bourse quand tu fais des études. Et l'échelon 7, c'est l'échelon le plus élevé de la bourse. Ok. Donc en gros, je touchais 150 € par mois pour m'aider justement à payer mes études. Et c'est ce qui m'a permis en partie de payer mon école de commerce. Et c'est par enfant? Genre ta sœur aussi, elle était éligible C'est par à ça, enfant, quoi. mais c'est valable que sur les enfants qui font des études. Et donc, D'accord. du coup, ils vérifient si tu vas bien en cours, etc. Et c'est à partir du lycée, du coup. Et c'est à partir du lycée. Et en fait, quand tu es échelon 7, ça veut dire que, grosso modo, pour te donner une idée, tes parents gagnent moins de 19 000 € par an. D'accord. Par parent? Pour toute la famille, pour un foyer. Pour toute la famille, d'accord. Exactement, tu pars Donc d'un toi, foyer fiscal. pour une mère, pour une Pour famille une mère monoparentale... célibataire avec 2 enfants, pour te donner une idée, quand tu es à 19 000 € net imposable, c'était moi, ça veut dire qu'à partir de là, tu n'es plus sur l'échelon 7. Ouais. C'est le maximum. Donc ma mère gagnait moins, c'est-à-dire que ma mère était aux alentours, tu vois, du SMIC pour 2 enfants. Donc t'as une mère qui est coiffeuse, ton père est plus là, et donc qui est avec 2 enfants, donc t'as une sœur. Comment ça va se passer ton collège-lycée? T'es où? En fait, moi, je démarre d'abord mon collège, ma primaire à Vitry-sur-Seine, donc Ouais. tu vois, genre en banlieue. J'ai fait tous les arrondissements de la banlieue, j'ai fait le 77, 78, 75, 91, 92. Ok. J'ai beaucoup déménagé parce que ma mère, elle essayait aussi, tu vois, de s'en sortir, donc elle a essayé un petit peu les marchés, elle vendait des vêtements.
Finalement, ça s'avère un peu plus compliqué que prévu parce qu'en fait, sur les marchés, tu as des places et donc si tu n'as pas ta place tout le temps, tu vois, c'est pas possible. Du coup, on a dû déménager. On s'est retrouvés à la rue à un moment donné à cause d'une histoire familiale. Et du coup, on a dû vivre chez ma tante à Neuilly-Plaisance. Donc, j'ai fait le même lycée qu'Anto, ma 6e. Anto que tu as reçu. Voilà. Donc, j'étais à Honoré de Balzac aussi pour ma 6e. Et donc là, j'arrive en fait en banlieue, tu vois. Ma mère, elle nous a toujours protégés un peu de ça, tu vois. J'ai ma famille qui a grandi à Lyon dans des banlieues, tu vois. Et ma mère, elle m'a toujours dit, je veux que tu t'exprimes bien, je veux que tu grandisses dans des environnements où, tu vois, tu peux vraiment avoir ton full potentiel. Elle avait déjà conscience de ça, je pense. Et du coup, pour elle, arriver, tu vois, en banlieue, dans un environnement pas ultra favorable, c'était un peu un échec. Et elle voulait un peu me préserver de ça, tu vois. Et c'est vrai que moi, je me suis beaucoup retrouvée dans ce qu'a dit Anto. Parce qu'en fait, tu arrives à Honoré de Balzac. En fait, tu vois, il n'y a rien qui est fait pour t'aider à réussir. C'est-à-dire que t'es en cours, ton prof, on avait le même prof d'histoire avec Anto, il est là en train de se saouler dans le placard en même temps qu'il fait ton cours d'histoire. Ah ouais. Les gens te disent que si tu lèves la main, bah, t'es un bolos, tu vois, parce que tu poses des questions. En fait, tout le monde te freine à réussir en te disant, de toute façon, c'est mort, t'as pas de chance, donc laisse tomber, tu vois. Mais toi, comment tu captes? En fait, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Et désolé si la question est naïve, parce que je ne viens pas du tout de ce milieu-là, mais comment tu captes qu'il y a une autre voie qui existe, qu'il y a le succès existe? Tu vois, bon, bien sûr, tu vois peut-être des choses à la télé ou quoi, mais Ouais. comment tu captes que, tu vois, ils ont pas raison quand ils te disent, mec, t'es un bolos, tu poses des questions en cours, qu'est-ce que tu fous, tu vois? Bah, en fait, il y a deux choses. La première, c'est que j'ai souvent regardé, tu vois, les séries américaines, etc. Et je me suis toujours dit, je veux faire ça. Donc déjà, tu vois, très jeune, j'ai appris l'anglais très, très tôt. Je veux Tu vois, faire ça, je veux faire quoi? Je veux faire ça, je me suis dit, je veux être une américaine, tu vois. Genre, je veux aller aux States, je veux faire mes études aux States. Tu vois, je regardais tous les films un peu, tu vois, Disney, où les meufs, elles allaient en université américaine, Gossip Girl, ça se battait pour aller chez Yale, Columbia, etc. Je me disais, moi, je veux cette vie. Ok. Et je sais que je peux avoir cette vie. Ça va être plus dur, mais je veux tout faire pour avoir cette vie, tu vois. Et j'avais cette conscience-là déjà ultra jeune, en fait. Donc à quel âge? Je sais pas, j'étais en 6e, ouais. 6-5e, j'écoutais que des musiques américaines, je traduisais toutes mes musiques en anglais. Ma prof d'anglais, tu vois, en 6e, Honoré de Balzac, elle me dit non, mais en fait, Shannon, t'es trop forte en anglais, tu t'ennuies dans le cours de 6e, je te mets dans le cours de 3e. En fait, je suivais des cours de 3e d'anglais, tu vois, parce que je savais que les langues, c'était une facilité pour moi, tu vois. Bien m'exprimer, c'était super important, je lisais beaucoup de bouquins et tout. Et en fait, donc là, on part à Sèvres. Ma mère retrouve un job, on retrouve dans une situation un peu stable parce que vivre chez ma tante à 3 dans une chambre, il y a un moment donné, c'est pas viable, tu vois. Et donc, je me retrouve à Sèvres. Et là, en fait, ma mère, elle a tout fait pour qu'on aille quand même dans un environnement qui est bien. Tu vois, ça reste quand même une ville un peu bourgeoise. T'as une des rues les plus chères, d'ailleurs, d'Île-de-France. Et j'arrive dans un lycée, un collège international, tu vois. Et en fait, à chaque fois, j'ai eu des trucs, tu vois, qui m'ont bloqué. C'est-à-dire que j'arrive, ma mère a dit non mais Shannon, elle parle anglais, et en fait, tu avais du coup une partie internationale où tu pouvais dispenser de cours d'histoire, etc. en anglais. Ma mère, elle va voir le proviseur, elle lui dit ma fille, elle parle couramment anglais, j'aimerais la mettre. Il lui dit oui, mais c'est 2 000 €. Ma mère, elle dit je peux pas. Donc tu vois, je me retrouve à, tu sais, en fait, à chaque fois à me dire je peux pas, tu vois, je peux pas financièrement, je ne peux pas, c'est pas possible. Et j'arrive du coup dans cette école. Et là, pareil, en fait, je vois des filles super riches. Tu vois, c'était des meufs. À l'époque, c'était les Gérard Darrel, les Sac Longchamp et tout. Je vois ce style, j'adore. Je me dis, mais en fait, je veux ça. Et en fait, il y a un truc de ouf qui s'est passé. C'est qu'en fait, moi, j'habitais dans un bâtiment, tu vois, qui était un bâtiment privé. Donc, ma mère, elle avait réussi à avoir un appart quand même privé. Tu vois, on avait un tout petit appart, même 45 mètres carrés. Tu vois, 3, c'est pas beaucoup. Ouais. Et en fait, dans ce bâtiment-là, il y avait une fille qui faisait partie de ce groupe-là de filles, tu vois. De filles ultra riches, leurs parents ont les moyens, elles ont un peu le truc international, elles, tu vois. Ouais. Et moi, je voulais m'intégrer à ce groupe-là. Et donc ça, pour comprendre, là, on est en seconde, on est quand? Là, c'est le lycée? on est au collège encore. On est au collège, ok, On est au d'accord. collège, tu vois, je suis en 5e. D'accord. Je suis en 5e, 4e. Et c'est avant que tu étais à Balzac, du coup? Ouais, c'était en 6e que j'étais à Balzac. Donc, du coup, j'arrive en 5e et tout, et je vois ce groupe de filles-là, et je me dis, OK, je veux être comme elles et tout, donc je vais les voir. Et tu vois, je vois qu'elles sont pas trop réceptives, tu vois. Et donc, je me dis, c'est pas grave, je vais passer par ma voisine. J'avais déjà ce truc un peu de sales, ouais. tu vois, je vais trouver un moyen. Et donc, on a la fête des voisins, je vais voir ma voisine, avec qui j'avais un peu sympathisé, qui fait partie de ce groupe, et je lui dis, ouais, tu penses que tu pourrais m'introduire tu vois, j'aimerais trop traîner avec vous, vous avez l'air trop cool, j'aime trop votre style. Tu vois, moi, je cherchais quand même des trucs, donc j'avais un peu de connaissances. Et elle me fait, non mais Shannon, tu rêves, t'es pas riche, tu peux pas traîner avec nous. Tes parents sont pas riches. C'est là que tu prends conscience? Non, tu le savais déjà. En fait, je le savais, mais je n'étais pas confrontée à ça, tu vois. Genre, comme j'étais dans la même école, je me disais, je fais quand même, tu vois, même si j'ai pas, tu vois, je me suis toujours dit, je sais quand même m'exprimer, je parle bien, je lis des bouquins, j'essaye de m'intéresser aux gens, tu vois. Ma mère, elle m'a toujours renforcée là-dedans, tu vois. En me disant, tu peux un peu te fondre dans la masse. Tu vois, elle essayait de m'apprendre les codes, même si c'était compliqué, tu vois, parce qu'effectivement, on n'a pas les mêmes codes.
Mais j'essayais en tout cas. Genre quoi? Genre, tu vois, un truc tout bête, mais correctement t'exprimer, pas utiliser des mots à connotation de banlieue, genre wesh, tu vois, des trucs comme ça. Ma mère, si elle m'entendait dire un wesh, je me prenais une tarte, tu vois. Ok. Ma mère, elle m'a toujours dit, ne t'exprime jamais comme ça va être péjoratif dans ta vie. Enfin, vraiment, ça va te pénaliser, tu te rends pas compte. Et du coup, elle voulait pas que je prenne ces habitudes, tu vois. Donc ce groupe de meufs riches là te faisait rêver, c'était genre les J'en meufs de Gossip rêvais. Girl pour ah toi ouais, quoi. non, mais pour moi, j'étais copine avec elle, ça y est, j'avais réussi, tu vois. Ouais. Et en fait, elles m'ont totalement rejetée. Elles m'ont dit, mais jamais de la vie, tu seras copine avec nous, Shannon. T'as pas les fringues. Déjà, j'avais des Converse et des fausses. J'avais des fausses Converse, des trucs... des fausses Converse, là. Tu vois. Ouais. Mais tu peux pas. T'as pas les codes, tu ne leur appartiens pas. Et en fait, tu peux même pas leur en vouloir à ces filles-là parce que les gens traînent entre eux. Tu vois, surtout les enfants, ils sont un peu méchants entre eux. Donc du coup, là, je prends conscience de ça et je me dis, ah ouais, ça va être dur. Et donc, en fait, assez compliqué. Je me fais percuter par une voiture à 14 ans. Donc, j'ai un accident de voiture. Et du coup, là, en fait, je vais plus trop en cours parce qu'en plus, déjà, tu vois, c'est un peu dur de s'intégrer. J'ai pas l'impression de fitter avec les gens qui viennent du même milieu que moi parce que je me dis, mais on se comprend pas, en fait. On n'a pas les mêmes ambitions. Vous êtes là en train de parler de trucs. Moi, ça m'intéresse pas. Mais déjà, tu vois, au collège, je pensais déjà comme ça. Et en fait, je me dis, OK, bah, ça me convient pas, ça me saoule. Et en fait, mon prof d'orientation me dit, Shannon, vu que tu as raté ta troisième, tu viens jamais en cours, tu rates un peu ta troisième et tout, de toute façon, tu pourras rien faire de ta vie, il faut que tu ailles en bac pro. Je dis, OK. Je dis, d'accord, je vais aller en bac pro vente, tu vois. Il me dit, bac pro quoi? Je dis, je vais faire de la vente. Moi, je pense que c'est un bon métier. En plus, j'avais tapé sur Internet, c'était un des métiers qui payait le mieux. Moi, ce que je voulais, en fait, c'était faire de l'argent. Tu lui fais confiance, il n'y a pas ta mère qui te dit non, il faut faire un bac général ou quiconque d'ailleurs. Ma mère, elle en sait rien. Ma mère, elle a même pas fait de bac, tu vois. Ma mère, elle a fait un CAP, coiffure. Ma mère, elle ne sait pas, elle m'a jamais aidée en cours, tu vois. Tu vois, t'es vraiment dans un truc où t'es tout seul. Tu vois, genre vraiment, tu grandis dans un environnement où c'est toi-même, ta force, et t'as aucun entourage qui peut t'aider. Ma famille n'a jamais payé d'impôts, ils ont jamais fait des études. Donc, tu vois, t'es vraiment tout seul et tu te dis, OK, je sais que je veux ça. Je sais que j'ai la dalle. Autour de toi, il n'y a pas un oncle, un gars qui a un peu de la thune, qui Si, j'ai mon oncle qui me disait Shannon l'américaine parce qu'il me disait, t'es trop différente de toute ta famille, tu vois. Il me disait, t'es trop différente. Lui, il te dit pas, fais un bac général ou quoi? Lui, il me dit, fais des études. Il me dit juste, fais des études, tu vois. Il a fait un peu d'études et il me dit, tu vois, c'est le mari de ma tante, il me dit, fais des études. Il me dit juste, fais des études. Il me dit, gâche pas ton potentiel. Et mes profs me disent, tu vois, gâche pas ton potentiel, gâche pas ton potentiel. Tu vois, j'ai souvent entendu ça. Du coup, ça t'ancre un peu dans le crâne, tu vois. Ma mère, elle m'appelait souvent son petit génie. Parce que tu vois, je réglais un peu tous les trucs, tu vois, les trucs de la CAF. Parce que forcément, tu vois, t'as plein de papiers à faire. En fait, il y a beaucoup d'administratifs quand tu bénéficies des aides quand même. Donc, du coup, je réglais un petit peu tout ça. Je me débrouillais toute seule, tu vois. Et en fait, au collège, juste avant de rentrer au lycée, je me rends compte qu'en fait, de toute façon, il va falloir que je travaille parce que en fait, je peux pas rester dans cette situation-là. Et je dis à ma mère, maman, je veux un iPhone et tout. Elle me dit, tiens, prends ma carte et regarde si ça passe. Ok. Et là, je me rends compte qu'en fait, tu vois, c'est même pas que ta famille veut pas, c'est qu'elle veut, elle ne peut pas. T'es vraiment dans cette phase où il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Là, c'était impossible. Et puis quand t'as 2 enfants, je t'assure que tu te poses pas la question de oui, est-ce que peut-être je peux faire une formation en ligne? Non, t'es en train de penser comment tu vas payer tes factures, en fait. Ça c'est la vraie vie. Ça te fait quoi à 14 ans de comprendre que tes parents n'ont pas l'argent de te payer ce que tu veux, d'être dans le manque, en fait? Ça fait quoi? En fait, je me dis, jamais de la vie, mes enfants, ils ressentiront ça. Je ferai tout pour que mes enfants ne ressentent jamais ce que j'ai ressenti. Pour moi, je me dis, c'est obligatoire. Il faut que mes enfants aient tout ce qu'ils veulent. Okay. Toute leur vie. Donc vraiment, tu vois, j'avais déjà ce truc de, si moi, je peux pas l'avoir, c'est pas grave, je vais en faire une force. Par contre, mes enfants ne manqueront jamais de rien. Donc ça veut dire, tu vois, et c'est ancré un peu dans ma tête de, il faut que tu te trouves un mec, tu vois, qui jamais se barrera comme mon père, déjà pour commencer. Faut que tu te trouves en fait des potes qui vont être là pour te soutenir aussi. Et faut que tu t'éloignes des personnes toxiques de ta famille. C'était vraiment 3 steps, en fait, pour moi, dans ma tête. C'était tous les gens qui me tirent vers le bas, qui essayent de, tu vois, pas me comprendre au lieu de me pousser, tu vois, ou de me rabaisser, de me dire, ah, tu rêves, Shannon l'américaine, tu planes. Tu vois, on me disait tout le temps ça, on me disait, mais tu rêves, toi. Toi, t'es dans un film, toi. Toi, tu crois que la vie, c'est un film. Je disais, non, la vie, c'est un jeu vidéo. Et je vais craquer les levels. Et je te jure que je vais y arriver. Et je disais tout le temps ça. Je disais, tu me crois pas? Eh ben, juste attends. Attends et regarde. À 13 ans, tu disais, ma vie, c'est un jeu vidéo. À 13, 14 ans, je disais, je disais, c'est moi qui ai les règles de ma vie. Ouais. Je dis, la vie, c'est moi qui décide. C'est pas toi, c'est moi qui décide. Et je sais que je vais y arriver. Et je dis, tu sais quoi? On se reparlera dans 10 ans et tu regretteras ce que tu viens de me dire. À chaque fois. Et ça a marché, tu vois. Enfin, vraiment, ça a marché. T'avais aucun pote, aucun duo, quelqu'un qui te dit, vas-y, on va essayer à 2. C'est quand même plus cool une aventure à 2 que solo, quoi. Tu l'as vécu solo, ton aventure de tryhard. En fait, je pense que mentalement, je pensais déjà tellement à des choses différentes. Tu vois, ma mère, elle est toute seule. C'est-à-dire que je suis l'aînée. Donc, quand t'es l'aînée d'une famille comme ça, dans une classe sociale pas facile, c'est toi qui dois prendre la responsabilité.
tu vois. Ça veut dire que c'est toi qui prends le rôle du papa. Donc, c'est moi qui fais les papiers, c'est moi qui vais chercher ma soeur à l'école à 8 ans, c'est moi qui m'occupe d'elle, c'est moi qui fais à manger, enfin, c'est moi qui va faire les courses, le frigo il tombe en panne, c'est moi qui vais chercher sur le bon coin qu'en fait, tu peux avoir un frigo pour pas cher. Tout ça, c'est moi qui le fais. Ok. Donc, tu vois, en fait, je me retrouve à pouvoir gérer un appart, gérer une baraque, gérer des enfants. Et j'ai 13-14 ans, tu vois. Ok, donc du coup, à quel âge tu vas commencer à travailler? Alors, je vais commencer à travailler. Le premier job que j'ai fait, c'est du babysitting. Donc, moi, ma tante avait plein d'enfants, donc j'ai souvent eu l'habitude de garder les enfants. Et donc, du coup, je me rends compte qu'en fait, l'iPhone, je peux le payer en plusieurs fois. Tu vois, et je me dis, OK, en fait, il faut que je fasse de l'argent. Du coup, j'écris sur un petit papier, comme ça. J'écris, bonjour, je recherche du babysitting, machin. Et en fait, je mets mon numéro de téléphone et je découpe, tu vois. Mmh. Et je vais, du coup, à la mairie de ma ville et à l'Escale, c'est un centre de jeunes, et j'accroche ça. Ok. Et donc, du coup, il y a des gens qui prennent mon numéro, qui m'appellent, et j'ai 14 ans, tu vois. Et je dis, bon, bah voilà. Enfin, elle m'appelle, elle me dit, oui, voilà, j'ai des enfants à faire garder le samedi matin, est-ce que t'es dispo et tout? Je dis, oui, pas de souci, donc j'arrive. Question bête, mais t'es jamais tombé dans des plans chelous comme ça en laissant ton numéro à 14 ans en étant une meuf? Non, franchement, j'étais dans une petite ville, ça va. Ok. Tu vois, Ok, genre, ok. je savais que. Puis de toute façon, en fait, c'était une dame qui m'avait appelé, tu vois. Donc, Ok. déjà, c'est un peu plus Quoi. rassurant. Ouais, ouais. Donc, j'ai 2 dames qui m'appellent, j'en ai une qui me demande de faire les sorties d'école, et j'en ai une autre qui me demande de faire le samedi matin. Je dis, ok, tu vas payer 10 € de l'heure pour 2 enfants. Ok. Franchement, trop stylé. Ok, j'arrive en seconde, et donc là, à ce moment-là, il se passe 2 choses. La première, c'est que je rencontre mon ex-copain de l'époque, qui lui a fait école d'ingé, donc prépa. Ok. Et lui, je lui dis, bah voilà, moi je suis en bac pro-vente. Et il me regarde et il me fait, mais t'es en bac pro-vente? Mais moi je suis en école d'ingé en fait. Enfin, je suis en bac S, tu vois. Je vais faire école d'ingé. Et genre, il me dit, ouais, bac pro c'est nul. Et tu vois, en fait, ça m'avait grave frappé, parce que déjà, je me suis dit, bon, déjà on se drague, on sort ensemble, c'est pas sympa de. Pas te respecter Tu vois, comme c'est ça, pas quoi. me respecter, tu vois. Ouais. Enfin, je suis autre chose que juste une copine, tu vois. J'ai aussi un cerveau. Et en fait, je me dis, ah ouais, bah tu sais quoi? Toi, tu crées les trucs et moi, je vais les vendre. Donc toi, t'es ingénieur, tu veux faire ingénieur, bah vas-y, crée les trucs. Mais s'il y a personne pour les vendre, ton truc il tombe à l'eau, tu vois. Je lui dis ça, mais j'ai 15 ans, tu vois. Donc bref, jeunesse se passe, on sort ensemble 4 ans. Ok, Tu vois donc tu lui pardonnes quand même. Oui, je suis gentille, je lui pardonne. C'est un mec bien, hein, c'est vraiment un mec bien. C'est juste que, tu vois, il était tellement matrixé. C'est là aussi que j'ai pris conscience qu'en fait, dans les écoles, ils te matrixent en disant t'es l'élite, t'es l'élite, t'es l'élite. Et tu vois, en fait, ce qui est dingue, c'est que pendant tout ce truc-là, j'ai dû genre l'aider à refaire ses CV. Il savait pas faire de CV, il savait pas chercher un job. Enfin, il sait pas faire des trucs de la vie. Ah ouais, t'es en bac S, mais tu sais rien faire de la vie, tu vois. Et en fait, c'est là où je commence un peu à prendre conscience de mes forces. Et je me dis, en fait, c'est pas grave, capitalise sur autre chose. Et pendant mon lycée, je suis très amie avec une fille. Et elle, en fait, ses parents travaillaient sur les marchés. Donc, du coup, un soir, je vais la récupérer, enfin, un matin. C'était le marché juste à côté de chez moi, enfin, à Boulogne. Et Les marchés de fruits et légumes. Hein, je marché de précise fruits et que légumes, ouais. Mon audience, J'allais c'est très, préciser. très marché. On n'est pas sur les dérivés. Non, on n'est pas. Voilà. On est sur des marchés de fruits et légumes. Ok. Et donc, j'arrive, tu vois, à Boulogne. Donc, Boulogne, ça reste quand même une ville aussi, pareil, un peu richou. J'arrive à Boulogne, il me dit, prends le truc de Pomelos, son frère. Donc, je prends une caisse de Pomelos. Il me dit, tu la soulèves. C'est quoi les pomelos? Des Pomelos. Pamplemousse. Ah, des pamplemousses, ok, Ils d'accord. m'ont dit des Pomelos. Ah, ok, je savais pas. Donc, il me donne la caisse de Pomelos et il me dit, vas-y, prends-la. Et je la prends et il me dit, ok, bah, viens travailler avec nous la semaine prochaine, en fait. Parce que t'étais forte en soulevé de. Oui, parce que je Ok. savais sous une caisse de Pomelos, Ok. tu vois, enfin, genre improbable. Je dis, ok. Et là, je commence les marchés. Sauf qu'en fait, j'ai encore le babysitting. Et du coup, là, je me retrouve dans un tunnel où je fais semaine de cours. Le soir, je récupère les enfants. Je rentre chez moi à 21h. Le samedi matin, je vais au marché. Je finis le marché, je vais faire du babysitting. Entre-temps, je trouve un job dans les écoles. Et donc, je fais toutes les vacances scolaires où je travaille dans une école en maternelle et en primaire. Tu vois, je fais le midi, tu vois, s'occuper des enfants, la garderie, en fait. Tu vois. Donc, c'est animateur. Ok. Donc, je fais ça. Je fais... Enfin, tu vois, je suis en terminale, ouais. Tu vois, je fais ça, tout mon BTS et tout mon bac. Donc, je fais ça pendant 5 ans. C'est-à-dire que j'ai 3 jobs pendant 5 ans. Et je mets tout de côté. Donc, c'est un tunnel. Tu Je fais ne combien sors de pas. thunes une journée sur les marchés? J'ai commencé à 70, j'ai fini à 100. 70 la journée, et donc concrètement, matinée, c'est quoi? la T'arrives à matinée, c'est 3h 3 du mat ou enfin à 4h du mat? Réveil 3h du mat, direction Rungis, on charge le camion. Ok. Tu vois, on va dans la chambre froide, on charge le camion, on va à Rungis, on charge la marchandise, on va sur le marché, on fait notre déballe. D'accord. Et ensuite, on vend toute la Après, journée faut jusqu'à ranger tous les 15h. cajots, tout Et ça. après, il faut tout ranger à 15h. Donc c'est une énorme journée. Tu dis c'est une matinée, mais c'est un 3 à 15h du mat. Ouais, et après, moi, à 12 heures, quoi. 15h, je partais rebosser avec les enfants. Jusqu'à 20h. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. Et le marché, c'est quoi? C'est le dimanche du coup ou c'est... Samedi, dimanche. Samedi, dimanche. Je Ok. fais samedi, dimanche. Je fais 7 sur 7 pendant 5 ans. Ok.
non-stop. Et je mets tout de côté, tu vois, genre vraiment, je coffre. Ça m'apprend plein de trucs. Je vendais des fruits et légumes au numéro 2 de TF1. Ah ouais? Ouais, qui est venu Énorme. du coup dans mon école faire un truc et on est toujours en contact, tu vois. Ok. Je rencontre. Mais tu sais que c'est le numéro de téléphone ou enfin, Ouais, tu bah comprends oui, au fur et à mesure quoi. Ouais, il y avait même un truc qui me choquait, tu vois, qui m'avait aussi marqué. C'est des petits trucs comme ça qui m'ont marqué, qui m'ont rappelé en fait d'où je venais, mais de là où je voulais aller. C'est en fait quand on vendait des fruits et légumes et que les mecs payaient par carte. Et bah, genre, ma boss m'avait dit une fois, la carte noire où il y a écrit Infinity, ça, c'est des gens, ils sont riches. Ok. Donc Ils toi, sont tu très riches. checkais comme ça. Et moi, je disais, moi, je veux la carte Infinity. Ok. Moi aussi, je veux la carte noire où il y a écrit Infinity. Et genre, je stalkais les gens, je regardais, je disais, ah, toi, t'es riche. Toi, t'as l'Infinity, toi, tu l'as pas, tu vois. Et je disais, lui, il a l'Infinity, il fait quoi dans la vie? Ah bah, lui, il est numéro 1 de telle boîte et tout. Et moi, j'y connaissais rien. Genre, TF1, je connais, mais tu vois, il me disait des boîtes. Aucune idée, tu vois. Moi, j'étais C'est dans pour mon ça que tu taf. remarques les trucs que t'es une snipeuse, parce que j'ai Un remarqué. peu, ouais. Pour la petite histoire, pour le dire aux gens, t'es arrivé, tu m'as dit, parce que bon, je vais à un event après, où si j'ai de la chance, normalement, je pourrais croiser Nathalie Portman. Tu m'as dit, tu me changeras ce fut dégueulasse, là, par contre. Et les chaussures Salomon qui ressemblent à rien, tu me les dégages aussi. Mais ok, d'accord. Donc en fait, Moi, j'aime bien la mode, j'avoue. Et t'as appris, ouais, mais il y a aussi de ça, non? De vite regarder des codes et tout, d'être assez Exactement. observatrice, j'ai C'est l'impression ça, dans ton... exactement. En fait, j'ai beaucoup observé parce que ma mère, elle m'a toujours dit, t'observes comment ils font et t'essayes de faire pareil. Mais après, c'est pas naturel pour toi, tu vois. Ok. Donc du coup, je commence là-dedans, je me dis, ok, en fait, je suis dans un tunnel, donc je fais que travailler. Et à ce moment-là, tu vois, j'ai toujours eu une image dans ma tête, c'était, je vois le bout du tunnel, mais tout est noir. C'est-à-dire que c'est vraiment, je me lève, je taffe, je me lève, je taffe. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que ton entourage ne pourra jamais comprendre ça. Parce que tu vois, par exemple, je le faisais l'été, tu vois. Je fais un été, je fais juillet-août. Le problème, c'est que mon patron, il me dit, viens à 4h du matin. Mais à 4h du matin, t'as pas de métro. Moi, je dois faire Sèvres-Boulogne, je fais comment? Bah, vélo. Donc, j'emprunte un vélo à un voisin parce que j'ai pas les moyens de me payer un vélo. Et je fais 4h du matin, vélo sous la pluie. Je fais ça hiver-été. Tu vois, ma mère, elle me voit me lever à 4h du matin, elle me dit, mais Chanel, il pleut et tout, laisse tomber, vas-y pas. Je dis, mais t'es malade? Je dis, mais ça va pas ou quoi? Je dis, moi, je plante pas les gens. Je dis, je plante pas les gens, et 2, je peux pas me permettre de ne pas y aller, en fait. Et donc, déjà, cette éthique de travail, tu vois, je fais jamais d'arrêt maladie, tu vois, je suis tout le temps présente, qu'il pleuve, qu'il neige, que je sois malade et tout. Rien à faire, j'y vais. Parce que j'ai pas le choix, tu vois. En fait, t'as tellement pas le choix que tu conscientises même pas ce que t'es en train de faire. Pour toi, c'est juste, j'ai mon goal, je le lâche pas. Vraiment, c'est j'y vais, je charbonne non-stop. Ouais, ce qui est une clé dans beaucoup de situations, c'est de pas se poser de questions, quoi. Quand tu fais du sport, quand tu t'entraînes pour un truc qui est vraiment très très dur, si tous les jours tu médites en mode c'est quoi le sens de la vie, machin, tu vois, genre t'y arrives pas, quoi. Tu vois, faut vraiment pas te poser de questions. Faut pas te poser de questions. Je pense que quand c'est très difficile, te pose pas de questions. Si tu te poses des questions, tu vas trop conscientiser le truc et ça va être compliqué. Moi, je dis toujours, je me pose des questions quand l'émotion est redescendue. Je fais redescendre l'émotion et après je conscientise et je prends du recul. Ouais, c'est ça. Et d'une part, et je pense que les questions, faut se les poser à des moments clés de ta vie. Tu vois, je sais pas, est-ce que je fais une prépa, pas de prépa, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais pas ça, est-ce que tu vois, est-ce que je dans une relation aussi, tu vois, est-ce que je reste avec cette personne ou pas. Et après, une fois que tu as pris ta décision, faut pas regarder derrière toi, tu vois, faut pas se reposer la question tous les jours, c'est important. Bien sûr. Ok, donc c'est quoi le plan? Tu cachines avec le marché, le babysitting et d'autres petits tafs à côté. Ouais. On continue ce bac pro vente. C'est bac quoi le plan vente, du coup, BTS. Donc je fais BTS négociation et relations clients. Donc je sors du bac. Je rentre dans des meilleurs BTS de France dans ma filière. Donc ça s'appelle comment? École nationale de commerce. Ok. C'est un super BTS, tu vois, avec des profs de dingue et tout. Et là, à ce moment-là, j'arrive et je dis, voilà, moi, je veux faire une école de commerce. Ma prof, elle me dit, mais fais une AST. Fais une classe AST, Shannon. T'as 18 de moyenne, fais une classe AST. Donc AST, pour ceux qui ne savent pas, c'est admis sur titre, c'est des concours parallèles pour accéder aux top écoles de commerce. Et elle me dit, Shannon, t'as largement les possibilités de faire HEC, ESCP et SEC, parce que vu tes notes, tu peux le faire, tu vois. Et elle me dit, en plus, t'es intelligente, t'es bosseuse, je sais que tu vas y arriver. Sauf qu'en fait, moi, à côté, j'ai des gens qui me disent, mon ex-copain qui était en prépa, qui me dit, non, mais moi, je vois, il a pas de vie, tu vois. Il était en prépa d'ingé, MPSI, pas de life. Alors vraiment, il bosse H24. Et je me dis, mais je peux pas faire ça parce que moi, je dois travailler. Et là, je prends conscience qu'en fait, même si tu as envie de réussir, même si tu te dis, je suis prêt à travailler, si tu dois payer des factures, tu ne peux pas faire une prépa. Avec la bourse, tu t'en sortais pas? Non. En fait, je pouvais pas parce qu'après, il y avait 30 000 balles d'école de commerce à lâcher, c'est payant. Hein. Un HEC, c'est 17 000 €. Hein. Mais c'est naïf de se dire, une fois que je suis à HEC, je suis done. Tu vois, genre, je pourrais lever. Je fais comment pour les 17 000 €? Je peux pas emprunter? Bah non, ma mère est interdit bancaire. Elle est interdit bancaire, ta mère? Bah oui, elle a pas d'argent. Et comment tu fais pour vivre avec 2 enfants? Ils peuvent prêter à toi, ils peuvent pas prêter à ta mère, à toi. Tu peux pas, t'as pas de garant. Ils te prêtent pas si t'as pas de garant. J'ai fait le tour de 3 banques. J'ai fait 4 banques pour obtenir un prêt, je n'ai jamais eu de prêt.
J'ai eu un prêt quand j'ai demandé à une de mes tantes de se porter garante pour moi. Et j'ai dû faire une lettre de reconnaissance de dette et c'était un prêt pour partir à l'étranger, tu vois. J'avais fait déjà 2 ans, j'avais déjà un peu d'argent, tu vois, sur mon livret A et tout, et j'ai fait un dossier, laisse tomber béton. Non, vraiment. Tu n'as pas d'argent en France, tu n'as pas de garant. C'est-à-dire que tu n'as personne qui est capable de... Et même si ta mère, en fait, interdit bancaire ou pas, elle ne peut pas se porter garante. Parce qu'elle ne gagne pas assez pour couvrir le prêt. Et j'empruntais 20 000 balles, tu vois, je voulais emprunter 20 000 balles. Donc, je demandais à une tante, tu vois, loin. Ok. Enfin, c'est vraiment, je te jure, quand tu fais le tour des banques, tu te dis, mais en fait, c'est pas possible, tu vois. Et même la banquière me dit, mais je suis désolée, je peux pas. Je dis, mais je vous sors mes diplômes, et bien sûr que je vais le faire et tout. Non, vous n'êtes pas solvable. Ok, donc les concours parallèles pour faire admis sur titre et accéder aux top écoles de commerce, tu te dis c'est pas possible parce que j'ai pas de thune. En fait, parce c'est que pas je possible. peux pas ne pas gagner de la thune. Exactement. Ok. Parce que je ne peux pas ne pas travailler. Parce que je ne peux pas me mettre à fond là-dedans. Je ne peux pas. J'ai pas le choix. Parce que sinon, après la top école, je pourrais pas la payer. Puis c'est tout bête, hein, mais je regarde sur Internet, HEC, USCP, ESSEC, bah, c'est plus cher. Je peux pas. Je pourrais pas les payer. Quand bien même j'ai les marchés, je peux pas. Donc du coup, là, j'ai une copine, tu vois, qui bosse chez Amazon et qui me dit, enfin, qui est la cousine de ma meilleure amie avec qui je faisais les marchés, qui me dit, bah écoute, moi, je bosse chez Amazon et j'ai fait l'ISTEC. C'est quoi ça? Bah, tu prends le top école, post-bac, tu vas en bas, l'avant-dernière. Ok, c'est mieux. Voilà. Bon, je demande à mon petit frère, il doit la connaître celle-là. Ok. Toute petite école. Très bien, hein, mais toute petite école. Et donc je me dis, ok, donc si elle a fait cette école et qu'elle peut rentrer chez Amazon, bah, y a moyen de m'en sortir, tu vois. Donc je me dis, ok, je vais faire que cette école. C'est-à-dire que j'ai fait un concours, c'était cette école. All in. Mais je comprends pas la logique. Tu te dis, je vais faire l'école la plus claquée au sol. Elle coûte cher cette école? Non, parce qu'elle coûte rien. Elle coûte 10 000 balles. Ah ouais, par an? Ah ouais. Mais avec 10 000 balles, tu peux quand même aller chercher une... Bon, bref. Mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, tu vois, t'as 2 choix. C'est soit tu fais les concours et tu dois passer le Taj-Maj, que j'ai jamais fait. Ouais. Donc ça veut dire pareil, dans un tunnel de travail. Je peux pas travailler le Taj-Maj, moi. Déjà, je viens d'un bac pro, donc autant te dire que les maths, c'est pas le truc que je maîtrise. En BTS, t'apprends pas forcément plus que ça les maths, tu vois, t'es vraiment plus sur du business, de la négo, parce qu'en plus j'ai fait négociation relation client, donc je sais de faire un appel à froid, je sais de faire de la prospection, je sais de faire plein de trucs. À côté, pendant le BTS, je fais de l'alternance dans une boîte où je fais du porte-à-porte, je vends du référencement pour les mecs du bâtiment, Ouais. je fais signer des contrats dans des cafés, je fais tout le tour de Paris en métro. Pour prendre 50 € par contrat, tu vois, ça pareil aussi, c'est de l'argent que je mets de côté pour payer l'école. Et je me dis, en fait, HEC, les top écoles, c'est pas possible, de toute façon, c'est AST. Les autres, faut passer le Taj-Maj, j'ai pas le temps de m'entraîner. Et je me dis, en fait, il y a cette école qui te demande de rien passer. C'est, tu fais, t'as un petit concours, tu vois, mais c'est un petit concours avec des matières assez classiques que j'ai un peu préparé, mais je savais que l'oral allait beaucoup jouer. Je fais l'oral, je suis prise dans cette école. Et là, je me dis, ok, en fait, je suis entourée de gens qui n'ont pas du tout le même état d'esprit que moi. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là pour se toller. Moi, je suis là, j'ai 30 000 € que je dois payer là maintenant. Tu vois, il y a 3 ans, Ouais. faut les payer. Et l'année prochaine, je vais aller aux States. Il faut payer l'année. Et donc, tu vois, faut te préparer à tout ça. Je me dis, waouh. Donc, du coup, en fait, je fais les soirées étudiantes, mais que le jeudi. Et samedi, dimanche, je suis jamais là, tu vois. Bon, après, je rencontre mon copain actuel, donc je remercie d'être allé dans cette école. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble, donc c'est que ça s'est bien passé, tu vois. Mais rien ne me destinait, tu vois, à me dire... rien ne m'a facilité la vie, tu vois. J'ai toujours eu des petits trucs où j'ai quand même dû, tu vois, me débrouiller toute seule, essayer de trouver des contournements, ce qui, au final, me sert aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, tu vois. Mais j'ai toujours dû trouver des solutions annexes. Et là, j'arrive en 4e année et je me dis, ok, je rêve d'aller aux États-Unis, je parle super bien anglais, faut que j'y aille, c'est le rêve de ma life. Donc ma tante, se porte garante pour le prêt, donc j'arrive à emprunter, je paye mon école. Donc là, j'arrête les marchés pendant 6 mois puisque je pars. Donc je pars avec mon copain, j'arrive là-bas et là, en fait, je suis à San Francisco, près de la Silicon Valley. Elle s'appelle comment l'école? C'était San Francisco State University, l'université de San Francisco d'État, en fait. Ça coûte la blinde? En fait, en gros, tu payes ton école. Donc, l'ISTEC nous faisait payer l'année. Et après, tu devais rajouter 2 000 € en plus pour payer l'école là-bas. Ouais, alors qu'en vrai, elle coûte 50 000 l'année. Donc, c'est un vrai, deal de fou, quoi. Exactement. En vrai, l'école, elle coûte super cher. Donc, c'est un bon deal, tu vois. C'est un semestre universitaire. T'as des facilities de malade. T'as le... Ouais, ah non, mais t'as la salle de sport. C'est une salle de ouf. Il y a un terrain, une piscine olympique. C'est dingo. Ouais. Vraiment, les infrastructures, les établissements sont dingues. Ouais. On a des cours, donc tu vois, on a des cours, comment ça s'appelle, affaires internationales, on a des cours de négo, tu vois, on a des cours, tout dispensé en anglais, etc. Et on a des mecs de Airbnb, SurveyMonkey, Facebook, qui viennent nous donner des cours.
Incroyable. Et là, je découvre la Silicon Valley, je me dis, mais what? Je me dis, ok, il faut que je reste pour faire un stage. C'est T'as la pas le bon première visa fois de ta vie, à ce moment-là, que tu es exposé à l'ambition, au succès et tout ça, quoi. À ce niveau, oui. Ouais. Je l'avais eu, mais je ne pensais même pas que je pouvais. En fait, je savais que j'allais tout péter, mais je ne savais pas comment. Et c'est ouf que ton école, tu dis que ton école est l'avant-dernière école de commerce, et qu'ils aient un partenariat aussi ouf avec une université à San Francisco comme ça, non? En fait, c'était le groupe IGS. Ok. Donc, c'est un groupe de plusieurs écoles qui ont un partenariat avec ça. Ok. D'ailleurs, je voulais faire New York à la base, mais bon, heureusement, parce que Mais fallait être bien classé, j'imagine, pour choper ce truc-là, quoi. non fallait avoir surtout un excellent niveau d'anglais. Ouais. Donc, passer le TOEIC. Et moi, j'ai eu un TOEIC à genre 990 sur 990. Juste, j'ai même pas rebondi là-dessus, mais comment t'as tryhard l'anglais comme ça aussitôt? Genre, c'est quoi? Tu disais que t'étais déjà très forte en 6e, que du coup t'allais dans les cours en 3e. Tu regardais beaucoup de séries, enfin, c'était vraiment complètement en Les autodidacte? séries, la musique. J'écoutais beaucoup de musique et moi, je déteste ne pas comprendre quelque chose. D'accord. Faut que je comprenne. Donc c'est de Donc, la du coup, curiosité, t'allais chercher. Curiosité, tu vois, je prenais des livres, je regardais le mot en anglais. À chaque cours, je disais oui, madame, ça veut dire quoi ça? Tu vois, Beautiful Liar, j'ai posé la question pour demander parce que c'est la chanson de Beyoncé à chaque Ouais, ok. Enfin, elle m'a regardé, elle m'a dit bah jolie menteuse. Ok. Ok. Tu vois, en 6e ou même en primaire, je posais déjà ces questions-là, tu vois. Ok. En fait, j'étais fan. Grande fan Mon rêve, de Queen c'était- Bee, et c'est comme ça que. Bah, grande fan de toute la culture US, tu vois. Vraiment, c'était mon rêve et je me disais, enfin, tu vois, ma famille en plus me poussait. J'ai un prénom américain, ils me disaient Chanel l'américaine. Ouais. Tu vois, c'était pour moi, les US, c'était ma destinée. Tu vois, je me disais, il y a trop de signes, faut que j'aille aux US. Donc, du coup, je me suis dit, faut que je parle anglais. Mais j'ai Ok. compris ça super, super tôt. Du coup, j'ai tout traduit, des séries, des trucs. Donc, la musique m'a aussi permis, tu vois, de bien capter l'accent. Donc, ça m'a aussi facilité la vie pas mal. Et après, j'ai appris toute seule. Et du coup, j'ai pu aller à San Francisco parce que j'ai eu une super note au TOEIC. Donc, je suis passée un peu avant. Raconte-nous ton expérience à San Francisco et surtout pourquoi tu rentres une fois que tu as vu ça, pourquoi tu restes pas là-bas. Il y a deux choses. La première, c'est que j'ai autant adoré que j'ai été contente d'être française. Ok. T'as une différence de classe sociale qui est gênante à voir. En fait, t'as un mec par terre et t'as une Rolls qui passe. Ouais, t'as des craquettes là-bas. Enfin, Mais San Francisco, full c'est crackhead. Ouais. C'est full crackhead. Déjà, ça tu vois, ça te met mal. Moi, on s'est fait courser par un crackhead. Je me suis fait courser par un crackhead à SF qui m'a insulté. J'avais rien fait. Enfin, c'est juste des fous. En C'est fait. vrai que c'est assez choquant. je me C'est assez rappelle, choquant, tu vois. Genre, ça te traumatise. La nourriture, franchement, aux US, c'est pas bon. Vraiment, Ouais. c'est pas bon. Et donc, du coup, je me suis dit, j'ai de la chance d'être en France quand même. Le pain, ça te manque énormément et le fromage. Ouais. Ça te manque beaucoup. Et en fait, c'est pas compliqué, mais t'as pas de visa aux États-Unis, t'as un visa étudiant, t'as pas de stage. Hein. Puis ensuite, tu fais quoi? Moi, c'est 2 000 € mon loyer à San Francisco, donc j'ai pris mon prêt. Ok, mais je peux pas rester. Je fais comment? Ok. Et donc là, je réfléchis, tu vois, et là, je suis aux US, donc il faut chercher un stage. Je sais que l'année d'après, c'est l'alternance, donc je me résigne, je me dis, ok, c'est pas grave, je peux pas rester aux États-Unis. Tant pis, je vais essayer de trouver un peu l'excellence, tu vois. Donc je me mets un peu dans ce mood d'excellence. Et là, en fait, je vois une annonce pour Oliver Wyman. Et là, je regarde, tu vois, le truc. Oliver Wyman qui est Un énorme expliquer cabinet de conseil. Donc ça fait Conseil en partie du top stratégie, 3 des cabinets de conseil. Tu as McKinsey, Bain, BCG, et tu as Oliver Wyman qui se tire la bourre un peu avec BCG très souvent. Ok. En tout cas, à l'époque, c'était Oliver Wyman 3e. Donc de là, je me dis, je vois une vidéo et je me dis, ok, c'est ça que je veux faire. En fait, tu accompagnes des entreprises, tu leur fais des recommandations stratégiques et je me dis, je veux faire ça. J'envoie mon CV. Donc, je vois qu'ils ouvrent un poste en marketing support en alternance, tu vois, parce qu'il n'y avait pas de consultant en alternance. Et donc, je vois ça, je me dis, OK, bah, c'est pas grave. Je sais qu'ils prennent que des consultants du top 3. Mais je me dis, je vais être consultante, je vais rentrer par le marketing. Et une fois que je serai là-bas, je ferai mes preuves. Ouais. Du top, je précise juste, mais ils embauchent que du top 3 des écoles de commerce. Des écoles de quoi. commerce, exactement. Ou des écoles mondiales, mais c'est vraiment les top écoles. Quoi. Ouais. C'est le top du top. Je me dis, je vais rentrer par le marketing. Donc, j'essaye, j'envoie mon CV, ils me répondent pas, je les appelle, j'envoie des mails, je regarde le numéro, je regarde toutes les personnes au marketing sur LinkedIn, enfin, je les harcèle. Ouais. Au point où même la responsable marketing me dit, on t'a dit oui parce que tu nous as harcelés. Tu nous as tellement saoulés pour ton alternance qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on la prenne, t'étais trop motivée. Ok. On n'avait jamais vu ça. C'est ouf, ok. Donc, j'arrive, je fais les entretiens, je passe avec le partenaire. Et le dernier partenaire, tu vois, me dit... pourquoi Oliver Wyman? Je dis, parce que moi, je vais être consultante. Il me dit, mais t'as pas fait une top école? Je dis, non, mais j'ai fait les marchés. Ouais. Et ça lui fait quoi, ça? Il rit. Il me dit, t'es trop forte. Ok. Et il me dit, go. Ah ouais. Il me dit, go pour l'alternance, tu vois. Ouais. En marketing. En marketing. Ouais. Donc, je fais l'alternance en marketing. Et là, en fait, je me rends compte, je peux pas mesurer mes résultats. C'est-à-dire que moi, je passe ma journée à envoyer des campagnes. Je me dis, mais je kiffe pas trop. Explique un peu plus. Donc, tu fais quoi exactement en marketing? En gros, en dans un marketing, tu cabinet as plusieurs choses. Donc, en fait, tu as les partenaires qui vendent les prestations de conseil.
as les consultants qui exercent les missions de conseil et toi, en termes de marketing, tu dois augmenter la valorisation de la marque via des actions marketing, donc des événements, des salons. On a organisé les événements clients, tu vois, fallait trouver des endroits. Moi, je leur trouve une boîte de nuit, l'aquarium, où on organise l'event, tu vois. Et mon rôle, c'est envoyer les emails aux partenaires de toutes les campagnes qu'on a mis en place, imprimer les rapports, parce que tu vois, les cabinets de conseil, ils font des gros rapports sur les industries, les mettre dans des courriers et tout. Enfin, en vrai, je fais rien de fou, quoi. Je suis un peu l'assistante du marketing. Ce qui est normal, c'est ma fiche de poste, je suis alternante. Et là, il se passe plusieurs choses. La première, c'est que je le dis à ma directrice marketing, je dis oui, moi, j'aimerais bien rentrer ensuite comme consultante et tout. Elle me dit, Michelène, tu rêves? T'as pas fait une école du top 3? Ça va pas ou quoi? Et là, je dis, OK. Je dis, bah, c'est pas grave, je vais faire un master complémentaire, école top 3, et puis voilà, tu vois, genre, je vais le faire. Et en fait, je vois le quotidien, et je me rends compte que, en fait, c'est pas du tout ce que je veux. Je me dis, les mecs, ils bossent de 7h à 3h. Je dis, mais en fait, ça va jamais s'arrêter, ma vie. Même en marketing, tu bosses comme un malade dans des... Non, moi, je bossais pas comme une malade, mais je voyais les consultants, et je me disais, mais en fait, c'est pas possible, tu vois. En fait, ce qui est dingue, en plus, c'est que quand t'arrives et qu'on te présente, en fait, tu arrives avec les consultants. Donc toi, tu es au support, mais j'étais la seule. Et il n'y avait que des consultants. Tu vois, en plus, tout le monde se présente. Moi, je suis une des dernières à me présenter. Ils font « Ah, je sais, ESCP, London Business School, machin, truc. » Moi, j'arrive, je fais « E-Sec ». Ils me regardent, ils font « Et sec ». Ouais, exactement, ils font ça. Ils font « Et sec ?» Je dis « Bah non, E-Sec ». C'est quoi? Bah oui. Bah écoute, c'est une petite école. Et ils m'ont dit « Mais c'est aux US Je dis, non, Canal Saint-Martin. Et regarde, ils me font, mais t'es consultant du coup, tu fais... Je dis, non, moi je suis en marketing. Ils font, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Fait toute ma prépa et mon truc pour rien, quoi. Exactement. Je fais une toute petite digression, ça peut intéresser la communauté. Le fait de passer par le marketing, c'est un hack. Qui commence à être, qui est pas très connu en vérité, mais c'est exactement la même chose en salle de marché. Tu vois, en salle de marché, pour avoir un job en front office, donc trader, sales ou tu vois ou structureur, il faut avoir fait une des top écoles de commerce d'ingénieur, tu vois, sauf exception dans les boîtes américaines. Mais tu peux rentrer en marketing et comme tu l'as dit, en fait, quand tu es en marketing, t'es en fait sur le front office, enfin t'es sur le floor. Et moi, j'ai vu plein de gens, tu vois, faire du marketing et devenir sales après, tu vois. J'ai plein d'exemples en tête qui sont devenus sales et qui ont les mêmes salaires aujourd'hui que les sales, tu vois. Donc, et je pense qu'il y a assez peu de gens qui le savent et ils se disent, ah bah non, je vais pas faire du marketing, je suis pas là pour faire des PowerPoint et tout ça. Alors, bon, déjà, soyons clairs, au début, on fait tous des PowerPoint. Exactement, au début, on fait tous des trucs dont on n'a pas envie. Trader ou quoi, enfin pas trader, mais tu vois, le sales, il fait des PowerPoint aussi. Et donc, je pense que c'est un bon hack. Et donc, bon, toi, finalement, tu t'es dit, bah, j'ai pas envie de devenir consultant, donc t'as pas poursuivi dans cette voie-là. Mais je pense que t'aurais pu, en fait, contourner le système, non? Ou t'es pas d'accord? Non, je pense pas, parce qu'en fait, vraiment, ils recrutaient, tu vois, enfin, c'est limite quand ils recevaient un CV de l'EM Lyon, ils disaient, l'EM Lyon. En conseil, ils sont matrixés. En conseil, ils ont un problème avec ça. Ils ont vraiment un problème. J'ai jamais vu ça. Puis je vois tout le monde, tu vois, ultra sapé et tout. Je suis en mode, ça va, détendez-vous, enfin, c'est bon, tu vois. Donc je me dis, en fait, ça me plaît pas trop, tu vois. Et c'est marrant parce que la responsable marketing me dit, en fait, Shannon, toi, t'es un cheval de course, tu vas trop vite. Elle me dit, mais bon, vaut mieux un cheval de course qui va trop vite et qu'on fait ralentir qu'un escargot qui va doucement, tu vois. Et c'est marrant parce que je l'ai prise en recommandation pour un job de sales, et c'est vraiment ce qu'elle a dit, tu vois. Okay. Et donc là, j'arrive, Covid tombe. Donc moi, je suis encore en alternance chez Wyman. Et donc là, je dois chercher un job. Tu vois, j'ai mon mémoire, fin d'année, il faut que je cherche un job. Et là, je fais 200 candidatures. J'envoie des CV de partout. Des trucs personnalisés, j'appelle, je me déplace, j'essaye tout. Enfin, je me déplace pas du coup pendant le Covid, mais après, je me suis même déplacée, tu vois, quand le confinement s'est terminé. Parce que du coup, moi, j'ai mon diplôme en septembre. En octobre, j'ai plus d'oseille. Tu cherches un job ou un stage de fin d'études? Ah non, je cherche un job. Ouais. Ce que j'allais dire, parce que est-ce que tu penses que le fait que tu galères avec tes 200 candidatures, c'est lié au contexte économique qui est très compliqué à ce moment-là, avec le Covid, où les boîtes ont du mal à se projeter, donc autant de plus de mal à octroyer des CDI? Ou est-ce que tu penses que c'est à cause de ton expérience professionnelle? Ou là, c'est étonnant, parce que Oliver Wyman, sur un CV, ça claque. Même si c'est en marketing, ça claque, Oliver Wyman, je pense. Bah, déjà, en fait, moi, j'allais en sales. Ouais. Donc, les gens, ils connaissent pas Oliver Wyman en sales. Puisque du coup, j'allais chercher... Bah, en fait, c'est pas compliqué. Pendant le Covid, t'avais que les boîtes de la tech qui recrutaient. Les autres boîtes, ils avaient tous coupé les vannes. C'est-à-dire que t'étais tellement de l'incertitude que tout le monde était en mode panique. Donc, il y avait que des boîtes de la tech. Enfin, je voyais des annonces que pour la tech. Et comme j'avais eu l'expérience aux States avec la Silicon Valley, tout ça, je voyais à peu près ce que c'était, même si j'avais pas non plus ni les codes ni le langage. Ouais. Et donc, du coup, je me mets à postuler comme une malade. Je postule. Et en fait, quand j'arrive à avoir des processus de recrutement, j'en ai eu 7. Je suis allée au bout de tous les 7. Donc, au dernier round? Au dernier round à chaque fois. Et à chaque fois, il y avait entre
4 et 6 étapes D'accord. pour les 7. Donc, tu vois, j'ai dû faire une 50aine d'entretiens. Et à chaque fois, je faisais ça. Et à la fin, il me disait quoi ? Il me disait, on adore ton profil, mais t'es face à quelqu'un qui a 1 an et demi d'expérience de plus. Et comme c'est le Covid, on ne prendra pas de risque. Sauf une boîte, Skello. Alors, Skello, c'est une boîte qui fait quoi ? Skello, c'est une entreprise qui vend des outils de planning pour tous les établissements qui peuvent être, par exemple, de la restauration, de l'hôtellerie, de la santé aussi, des établissements de santé, donc pharmacie, dentiste, etc. Donc, à partir du moment où tu gères du personnel, il te met en place le planning, il intègre ta convention collective et tu peux faire tes plannings automatiquement. C'est une licorne ou c'est une boîte qui fait quelle taille ? Bah, moi, quand j'arrive, c'est une boîte qui a 40 employés. Tu vois, donc, j'arrive, 40 employés, ils ont fait déjà une première levée de 6 millions d'euros. Donc, j'arrive, je fais le process, premier entretien. Je me rappelle, j'ai postulé un jour férié. Et ils m'ont rappelé un jour férié. Okay. Donc, je décroche, je fais le premier entretien. Deuxième entretien avec le manager. J'arrive. Il me dit, OK, bah, c'est très simple. Ici, on a les demandes des clients. Il dit, donc du coup, tu sais ce qu'on va faire ? Il prend son téléphone. Il me dit, bah tiens, tu vas rappeler le client qui est là. Donc, tu appelles un client, un vrai client ? En entretien comme ça. Ah ouais. Direct. Et là, je me dis, OK, bon, bah d'accord. Donc, j'appelle, je décroche. Il prend rendez-vous. Tu vois. OK. Donc, il se dit, OK, ça va, elle est pas mal. Tu vois. Donc, je qualifie, je dis oui, bah, si vous voulez, on peut en discuter plus en détail autour d'un rendez-vous. Là, c'est un petit peu compliqué. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de l'outil parce que de toute façon, je ne le connaissais pas. Je dis, mais si vous voulez, je vous passe mon manager. Il peut rentrer un peu plus dans le détail si vraiment c'est un sujet, mais sinon, on se prend rendez-vous. Et le client, il dit pas genre c'est un sketch, c'est une blague d'entreprise là que vous me faites là en mode je te passe un tas. Non, c'est pas aussi ou... Okay. En fait, comme j'ai fait 2 ans de porte-à-porte où je faisais de la prospection à froid et j'appelais des gens, je savais passer un coup de téléphone. Ouais. C'était pas surprenant pour moi, tu vois. Je savais où je postulais aussi. Donc, du coup, ça passe et il me dit, franchement, je t'ai prise parce que t'as pas eu peur, tu m'as pas dit non. Quand je t'ai donné le téléphone, tu l'as pris. T'as pas dit non, tu vois. Et c'est des petits trucs comme ça où je me dis, en fait, l'audace, le fait de pas avoir peur, ça t'aide de ouf. Donc, je fais le process. J'arrive au dernier round avec Kitri, la CEO. Et là, je lui dis, bah, comment vous gérez le Covid et tout ? Elle me dit, bah, à ton avis, comment est-ce qu'on gère le Covid ? Et là, je me dis, c'était pas dans le script, ça, c'était pas prévu. Je dis, bah écoute, je pense que pour les restaurants, c'est compliqué, mais je pense que vous avez bien su vous retourner et tout. Et elle me regarde, elle me dit, t'es la seule candidate de toutes celles que j'ai eues qui a su répondre correctement à cette question. Mais la bonne réponse, c'était quoi ? La bonne réponse, c'était la nuance. Ouais. En fait, parce qu'elle me dit, moi j'ai des gens, ils me disent, non mais c'est bon, vous avez levé 6 millions, ça va, vous, le Covid. Et non, en fait, ils ont la moitié de leur business où les établissements sont fermés, bien sûr. Ouais. Non, ça va pas, enfin, je sais pas, c'est logique, tu vois. Et donc là, elle me prend, j'arrive. Et en fait, là, je me rends compte que j'atterris dans une salle de marché. Ouais. C'est une salle de marché, le truc. Donc, cette fois, pas une salle de marché de fruits et légumes. Cette fois, non, on est plus sur une salle de marché finance. D'accord. Donc, j'arrive, boîte de la tech, scale-up. Tout le monde s'entend bien, tout le monde se connaît. Ça prospecte, ça fait des calls. Tu as des gongs à l'intérieur, enfin, dans les bureaux, tu vois. Dès que quelqu'un signe, ça claque un gong. Ça tape sur les tables. C'est fou, ça. C'est ouf. Vraiment, j'apprends. Mais comme je n'aurais jamais pensé apprendre autant dans ma vie. Question, c'est classique ça, cette culture-là dans les boîtes de tech ? Jamais bossé dans une boîte de tech. Ouais, c'est la culture. En fait, dans les startups, tu vois, tu as un peu de cette culture, tu vois, startup où tout le monde s'entend bien, ça fait des soirées. Enfin, tu vois, moi, je me retrouve à sortir jeudi, vendredi, samedi avec les collègues. Tes collègues deviennent tes potes. Enfin, tu vois, tu es en call tout le temps. On faisait des sessions de hunting. C'était the floor is lava. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de t'asseoir tant que tu n'as pas pris un rendez-vous. C'est quoi une session de hunting ? Hunting, c'est prospection à donf. C'est-à-dire que tout le floor prospecte. Et tu vois, moi, j'ai vu la boîte grossir, parce que j'ai été là jusqu'à même après la levée à 40 millions qu'ils ont faite. Et donc, on est passé, moi, quand j'y étais, on est passé de 50 à peu près à 200. Et donc, tu vois des gens qui arrivent tout le temps, des commerciaux qui arrivent, puis des jeunes, tu vois. Franchement, ils recrutent des jeunes, tu vois, ils donnent leur chance aux jeunes. Et moi, je me suis dit, ils m'ont donné ma chance. Genre, j'y crois, tu vois. C'est vrai que c'est une bonne idée, la session de hunting, là, comme tu le décris, parce qu'on est tous dans la même merde. Tu vois, quand on est en salle de marché, ce qui est dur, c'est quand tu es sales et qu'on te dit il faut que tu prospectes des gars. Bah, franchement, dans les salles de marché à Paris, où c'était un peu calme, tu vois, c'était avant le Brexit, il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle. Parfois, tu n'entends rien dans la salle, tu entends les mouches voler. Et quand tu es là à faire ton call, à faire oui, bonjour, c'est Marc de Goldman, et pip, tu vois, ça a déjà raccroché à la gueule, c'est gênant à côté des collègues. Tu vois, alors que si tout le monde est en train de se prendre des vents, j'imagine, c'est limite gaulerie. Quand tu dis, ah putain, encore un mec qui m'a raccroché à la gueule. On organisait des trucs. C'est-à-dire qu'on avait un tableau et on disait, tu dois placer ce mot-là dans le call, genre choucroute. Ok. Il y a des challenges en plus. Ah ouais, il y a des challenges et tout. C'était les tests, quoi. Okay. Là, tu sors de ta zone de confort. T'apprends à vendre dans le dur. Ouais. Et vraiment, tu vois, moi, je fais ça pendant 1 an et demi, donc je m'éclate, j'adore la boîte et tout.
Et Je t'ai pas demandé, ça va être quoi ton salaire à ce moment-là? Donc c'est ton premier job, c'est ton Ouais. premier CDI? donc à ce moment-là, Tu vas moi, être la payé question combien? que je pose, c'est OK, le fixe, c'est 28 000 euros de fixe par an. Ouais. Donc ça donne à peu près 1 600 euros net par mois. Et ton variable, donc ton bonus, en gros, tous les mois, tu as des objectifs. Et si tu atteins tes objectifs, tu as 10 000 euros par an de plus. Donc je signe à 28 plus 10, 38 000 euros de package. OK. Moi, la question que je pose, c'est est-ce que c'est déplafonné? Est-ce que tes objectifs sont déplafonnés? Ça veut dire que si tu dépasses, est-ce que tu continues à toucher de l'argent? Ou en fait, même si tu dépasses, tu toucheras ce que tu dois toucher et puis c'est tout. Ouais. On me dit non, c'est déplafonné et c'est boosté. Ça veut dire que tout ce que tu signes au-dessus de 100%, tu fais x2, x3. C'est-à-dire que entre 100 et 120%, De chaque ton euro que tu objectif. gagnes, chaque euro que tu gagnes en plus, c'est x2, x3. D'accord. Et donc là, je me dis, OK, c'est parti. Faut que je sois une championne. Et en fait, j'ai toujours eu ce truc de j'arrive quelque part, c'est top 1 ou rien. C'est championne ou rien. Je veux pas de la deuxième place. Je veux la première. Et c'est tout. J'arrive, je me dis, c'est qui le meilleur? C'est elle la meilleure. OK, je vais être son ombre. Son ombre? J'écoutais tout ce qu'il me disait, je faisais tous les trucs, j'appelais, j'étais ultra proactive, je demandais à mon manager comment ça se passait, ce qu'il pensait de mes calls, etc. Et donc, je fais mes chiffres, je fais toujours tout le temps mes chiffres, et là, je commence à toucher des salaires genre 3 000, 3 500 euros, 4 000 euros net par mois, après impôt. Là, je me dis, c'est trop bien commercial. Donc t'as pas du tout touché ce qui était promis au début, Jamais. en fait. T'as jamais touché ce salaire-là? Jamais. Ok. J'ai jamais touché ça. J'ai déclaré ma première année d'impôt à 60 000 euros brut, 45 000 euros net imposés. Donc j'ai signé à 38, tu vois, de brut. T'as signé à 38 de brut et en fait Et t'as j'ai gagné déclaré, 60 dès la première année. ouais. Ok. Direct. Ouais, c'est fou. 60K brut, voilà, pour rappeler un peu les choses. À part des jobs en finance ou effectivement dans la tech, il y a peu de jobs qui payent ça en première année en CDI. Mais en fait, commercial, moi, ce que je voulais, c'était tu te donnes, ça marche. C'est pas compliqué. Tu appliques les méthodes, tu comprends, tu es smart, tu te remets en question, tu travailles. L'argent, tu vas le toucher. Parce que c'est toi qui fais ton salaire. C'est moi qui décidais. Si je voulais faire des démos H24 et que je voulais commencer à 7h30, finir à 19h, tant que je faisais rentrer de l'argent, c'était bon. Donc en fait, pour moi, c'était des maths. C'était plus tu fais de rendez-vous, plus tu as de chances d'en signer. Une fois que tu es plein en termes de timing, ton objectif, c'est augmenter ton taux de conversion. C'est-à-dire que tu dois augmenter le nombre de clients que tu signes entre ton prospect et ton client. Donc, par exemple, j'ai 5 clients en rendez-vous. Il faut que sur les 5, il y en a 6 à qui j'envoie et je finissais à 65% de taux de conversion. Ce qui est énormissime. Personne n'a jamais fait ça chez Skello. Ok. Pourquoi tu vas quitter Skello, quoi? Tu es dans un environnement qui est trop cool à ce moment-là, tu gagnes très très bien ta vie. Pourquoi tu vas rester que 1 an et demi dans cette boîte-là? HubSpot vient me chercher. Donc, HubSpot me prospecte. C'est quoi HubSpot? HubSpot, c'est un CRM. Okay. Donc, concurrent numéro 1 de Salesforce, pour ceux qui connaissent Salesforce. Et donc, c'est une plateforme 360. On fait CRM, marketing et service client. Donc, il me prospecte sur LinkedIn. Je réponds à la demande. Et là, je fais le premier entretien avec la dame. Et là, la dame, elle me dit, bah oui, c'est... je dis, what's the compensation? Tu vois, parce que c'était en anglais. Elle me dit, 94. Je lui dis, 94? Je lui dis, quoi? Je lui dis, can you repeat, please? Et vraiment, je la fais répéter, mais 3 fois. Elle me dit, bah 94. Je lui dis, ok. D'accord. And the base, le salaire fixe? Elle me dit 50. 50? Okay. 15 ou 50? 50. Ok. Yes. Ça correspond à peu près à ce que je touche. C'est très bien. Okay. Tu le fakes, tu vois. Tu le fakes, tu dis, oui, bah, c'est à peu près ça. Tu vois, je suis à 70 000, 75 000. Pas du tout. Tu vois. Ouais. Mais tu mytho, t'es obligé en fait. Tu te dis, faut pas qu'il te donne moins. Mais après, ils t'ont pas fact-check après en te demandant les salaires d'avant et tout? En fait, il y a des grilles dans les boîtes américaines. T'arrives, c'est des grilles, tu entres dans un level, t'es payé tant. C'est non négociable. D'accord. Ce que tu peux négocier, c'est le level dans lequel tu rentres. Okay. Ça, c'est basé sur ton expérience. Tu peux peut-être un peu jouer dessus, mais tout le monde est payé de la même manière et du même montant. Donc, tu vas rentrer du coup chez HubSpot à 94 000, 50 de fixe et 44 en plus si tu fais tes objectifs. Exactement. Ok. C'est des objectifs de combien à peu près que tu dois faire? Nous, on doit signer $6 000 de MRR, donc de Monthly Recurrent Revenue. En gros, nous, on signe des abonnements mensuels. D'accord. Et donc, en gros, moi, je dois signer pour 6 000 euros d'abonnement mensuel, ce qui représente à peu près 70 000 euros de chiffre d'affaires par an. Ouais, ok. Tous les mois. Ouais. Donc, à l'année, je fais à peu près 800 000 euros. Je dois ramener entre 800 000 et 1 million d'euros par an. Ça me fait penser à une petite anecdote sur la négociation salariale. Tu vois, moi, dans mes potes, j'ai fait beaucoup de négociations. Tu vois, j'ai négocié avec des gars qui sont très compliqués, avec des gars...
je conseillerais pas, mais mon pire ennemi de passer 5 minutes dans une pièce avec eux, tu vois. Donc voilà, donc en fait, souvent, moi, mes potes se tournent vers moi quand on doit faire une négo dans leur job et ça. J'ai un de mes meilleurs potes qui vient me voir et bon, il est dans un autre business, mais il voulait gagner en gros 4800 par mois, tu vois. Et donc, voilà, il savait que ça payait à peu près 4500, c'était le prix de marché sur son job. Et donc, bon, je le prépare à la négo et je lui dis, écoute, c'est très simple en fait. Une des clés en négociation, c'est de jamais donner le chiffre au début. Tu les laisses parler, parce qu'en fait, si tu donnes un chiffre, je veux 4800, bah, ça sera ton max en fait. Tu sais que tu n'auras pas plus que 4800, tu vois. Donc, je lui dis, il faut que tu maîtrises le silence et quel que soit le chiffre qu'on va te donner, tu es un peu inquiet, tu vois. Même si je te dis, ton salaire, c'est 10 millions par an, tu regardes tes chaussures et tu dis, j'avoue que 10 millions, c'est vrai que je m'attendais à plus quand même, quoi. Tu vois. Et donc, je le brief, je le coach à fond là-dessus, tu vois. Donc, il arrive, il veut 4800. Il arrive en entretien et la meuf lui dit, donc il dit, pour le salaire, du coup, c'est quoi? Et la meuf lui dit, c'est 6 000 par mois. Et là, il fait 6 000. Bref, j'étais content de l'avoir coaché, quoi. J'ai dit, mec, mais qu'est-ce que t'as pas compris dans le coaching, quoi? La meuf s'est tapé une barre et bon, bref, du coup, il a quand même signé à 6 000, tu vois. Bref, donc, je comprends le côté, tu vois, c'est juste ton 94, ça m'a fait penser à ça. Je comprends le côté spontané, humain, de juste. Et je pense que c'est cool aussi pour l'employeur de se dire, bon, bah, elle est contente, tu vois. Ça fait plaisir aussi de se dire, bah, nous, on se donne pour bien vous payer, tu vois. Si tu fais bien le taf, que tu fais tes 7 000 ou tes 6 000 par mois, sache que tu es bien payé en face et c'est cool que tu en sois reconnaissant, tu vois. Donc, Oui, après, tu vois, je lui ai dit, je m'attendais pas trop, enfin, oui, ça correspond à peu près, ça devrait le faire, tu vois, je l'ai quand même joué. Je l'ai fait répéter, mais elle a juste compris que je captais pas, tu vois. Ah oui, d'accord. Okay. Elle a pas pensé que... Non, je l'ai joué poker face quand même. Okay. Mais du coup, j'arrive là et je me dis, ok, donc je vais voir Skello et je leur dis, les gars, je suis désolée, mais 94, c'est pas possible. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il me dit, non, mais on peut pas s'aligner, t'es malade. Mais c'est normal, tu vois. Boîte française, boîte américaine, tu vends pas du tout les mêmes paniers moyens. Là, je vendais des paniers moyens, tu vois. Je faisais entre 5 et 8 rendez-vous par jour où j'enquillais. Je vendais des trucs entre 100 et 250 euros par mois, tu vois. Donc, après, ça reste du 1200, 1500, 2000 euros par an, tu vois. Pour des restaurateurs, pour des petits établissements, ça reste quand même assez cher, tu vois. Donc, tu as quand même une notion de négo, de strat. Mais là, je dois vendre des trucs à 100 000 euros par an. Mais là, tu vends 72K de revenus par an et eux, ils te payent à 94, quoi. Donc, ils sont en perte sur le chiffre que tu fais. Tous les mois, je fais ça. Ah non, 72 par mois? Par mois. Ah, je croyais que c'était 6 par mois. Ok, d'accord. 72 par mois. Et ça, c'est juste ce qui rentre, sauf que c'est des contrats de 12 mois. Oui, d'accord. Donc, tu fais 72K de revenus par mois. Ok, d'accord, j'avais mal compris. Exactement, x 12. Ok. Minimum. Donc, ça fait 800 000 euros par an. Bah non, il me paye 100K et je ramène 800 000. C'est énorme. Bah oui. Non, je te dis, c'est énorme comme ratio de te payer 100 sur 800. Ouais. Après, t'es sur du SaaS. Hein. Oui, c'est ça. Moi, je suis dans les marges, structures, il y avait beaucoup de coûts, il y a beaucoup plus de coûts. Ouais. T'as beaucoup moins de coûts, tu vois. Sur du SaaS, t'as des coûts d'infrastructure, etc. Puis en fait, t'es dans des boîtes de la tech. En gros, la tech, c'est très simple. Et moi, je l'ai très vite compris chez Skello. C'est en fait, tu vas avoir des coûts de base qui vont être très forts en termes de développement. Tu vois. Donc, les boîtes, elles vont énormément investir, les commerciaux qui aillent chercher du chiffre, etc. Mais en fait, t'as ce qu'on appelle la lifetime value de ton customer. Donc, en gros, c'est la durée de vie de ton prospect. Donc, moi, l'argent que j'ai ramené... La durée de vie fois la thune qui rapporte. Exactement. Ouais. Donc, en gros, chez Skello, ce qu'on faisait, c'était que, oui, je ramenais des abonnements à 250 euros par mois, tu vois, donc tous les mois, et je signais à peu près entre 20 et 30 clients. Donc, j'avais 3-4 000 euros de MRR à faire. Et dans ces clients-là, il y en a encore qui sont clients aujourd'hui. Ça fait 6 ans. Donc, tu vois, en fait, ça fait 6 ans qu'ils touchent 2-3 000 euros par an, tu vois. En fait, quand tu fais le calcul, au final, ils sont ultra rentable. C'est pour ça qu'il y a aussi ça à prendre en perspective. Tu n'es pas sur du one-shot. Sur du CRM, la durée de vie moyenne, c'est entre 5 et 7 ans. Enfin, entre 5 et 8 ans. Tu vois. On a des clients qui restent 8 ans, même il y en a qui restent 20 ans en fait chez HubSpot. Donc, tu as toujours cette notion de durée de vie où oui, toi, tu dois ramener 800 000, mais en fait, moi, quand je fais signer des contrats de 3 ans, c'est 800 000 x 3. Ouais, ça me fait penser à un truc qui est hyper important, je pense, de manière générale dans la creator economy. On va en parler juste après, mais pour trouver tes sponsors, tu vois. Tu cherches tes sponsors et tu te dis qui va sponsoriser mes vidéos. Mais en fait, c'est comprendre quelle est la lifetime value du client, tu vois. Exactement. Et je pense là, par exemple, on est dans les studios, pour ceux qui le savent, de Major Prépa. Major Prépa, les écoles, un mec qui signe, qui est aujourd'hui, c'est genre 20 000 balles par an, bah, la lifetime value d'un mec qui signe à l'EDEC plutôt qu'à l'EM Lyon, par exemple, c'est 80K de différentiel, tu vois. Donc, les écoles ont du budget à dépenser pour faire du marketing, tu vois. Et comprendre ça et se dire, OK, donc en fait, c'est quoi la lifetime value des clients? Donc, quels sont les sponsors qui peuvent être intéressants, quoi. C'est un concept, je pense, clé à comprendre. Ouais, absolument. En fait, tu dois vraiment comprendre tout l'écosystème. Et moi, c'est toujours un conseil que je donne, tu vois, aux gens que j'accompagne en coaching ou quoi. Je dis, en fait, tu dois comprendre l'intégralité de ton écosystème. À qui tu vends,
quelle est la valeur, comment ton entreprise fait de l'argent et quels sont tes leviers d'acquisition, tes leviers de croissance. Si tu comprends ça, c'est beaucoup plus simple pour toi de réussir dans ce métier-là. Tu vois. Moi, le fait de m'intéresser, de discuter beaucoup avec la CEO chez Skello, de comprendre qu'en fait, une levée de fonds, c'est tant. Tu vois, en plus, il y avait les levées de fonds de Cajou. Et en fait, tu vois, je questionnais, je dis, mais attends, Cajou, ils ramènent pas 1 euro. Ouais. Moi, je fais des courses, c'est limite gratuit. Et eux, ils lèvent 40 millions, mais sur quoi ils se basent, tu vois. Et donc là, tu commences un petit peu à t'intéresser aux levées de fonds, à comment est-ce que ça fonctionne et tout, sur un truc où je n'ai jamais eu aucune éducation financière, tu vois. Donc vraiment, j'ai appris aussi plein de trucs là-dedans, de me dire, en fait... et c'est là, en fait, où j'ai compris que l'argent, c'est un jeu vidéo. D'accord. L'argent, dans ce monde-là, c'est comme dans un jeu vidéo. C'est-à-dire ? C'est pas palpable. Ça ne se touche pas. En fait, c'est toujours une question de valeur. Ce que tu vends, la valeur perçue. Et je m'en rends encore plus compte dans l'entrepreneuriat, tu vois. C'est pas 5 000 euros pour des gens, ça peut paraître énorme. Si je te dis, je sais pas moi, 200 euros un iPhone, tu vas te dire, ok, c'est pas cher. En fait, c'est l'affaire du siècle. Parce que iPhone a ancré dans ta tête qu'un iPhone, ça valait 2 000 euros ou 1 500 euros. Ta perception de valeur n'est absolument pas la même. Donc, en fait, tu peux craquer les codes si tu arrives à changer la perception de valeur des gens. Et c'est la même chose, tu vois, en entretien. Moi, du coup, ma valeur, dans ma tête, elle est rentrée à 100K. Enfin, maintenant plus du coup, puisque après, je suis montée du coup chez HubSpot et l'avantage que tu as dans les boîtes américaines, c'est que à chaque fois que tu as une promotion, les promotions sont automatiques. Donc, tu dépasses un certain chiffre d'affaires que tu ramènes à l'entreprise, un certain pourcentage de tes objectifs. Donc, il fallait faire 125% pendant un certain nombre de temps, donc entre 6 et 9 mois. Et là, tu passais à un grade supérieur, tu prenais 10 000 à chaque fois. Alors, explique-nous justement quelle est la différence que tu vas pouvoir observer de culture entre une boîte de tech française comme Skello et une boîte de tech américaine comme HubSpot. Rien à voir, c'est 2 niveaux totalement différents. En gros, j'arrive chez Skello, c'est l'apprentissage. On me booste, je suis ultra proche des fondateurs, je comprends toute la stratégie de la boîte, on fait des meetings toutes les semaines où, tu vois, ils expliquent un petit peu la direction dans laquelle va l'entreprise, etc. Donc, tu es vraiment imprégné dans le truc. C'est-à-dire que tu vibres le truc. Moi, je vivais Skello comme si c'était ma boîte. Ouais. Tu vois, je la vendais, j'ai closé mon mec sur Skello. Ah ouais. Je lui ai fait une démo et tout. Okay. Et je l'ai closé, il est encore client. Ok. Donc, tu vois, l'entreprise de ton mec, du coup. L'entreprise, ouais, son entreprise. Enfin, il est patron, donc lui. Il est patron d'un resto. Il a des restos, ouais. Il a plusieurs restos. D'accord. Donc, sur tous ces restos, je l'ai closé. Tu vois, il est encore client aujourd'hui. Donc, Okay. Je vivais le truc, vraiment. J'en parlais tout le temps. Tu vois, tout le monde me disait, mais tu nous saoules avec Skello. Enfin, je disais, non, mais je vis le truc, tu vois. J'arrive dans une boîte américaine. Et là, en fait, je me rends compte que je suis dans le grand bain avec les vrais requins. C'est-à-dire que là, j'arrive dans un niveau de sales, mais t'as même pas idée. La vente complexe, surtout sur de la vente de CRM, c'est des mecs ultra stratégiques. Là, tu commences à rentrer avec des gens qui ont eu des jolies entreprises, tu vois, qui ont des salaires où pour eux, c'est normal de gagner 100K, tu vois. Ils se vendent entre 100 et 200K sans problème. Tu peux expliquer ce que c'est que la vente complexe ? La vente complexe, c'est tu vas avoir différents types de complexité. Donc déjà, tu as une complexité de produit, c'est-à-dire que tu vends un produit qui n'est pas si simple à comprendre le CRM parce que tu vas avoir des cas d'usage spécifiques en fonction du client. Personne n'utilise un CRM de la même manière. C'est adapté à ton entreprise, à ton cycle de vente, à ton produit, à tes clients. Donc toi, tu dois comprendre toute la boîte. C'est-à-dire que tu arrives, toi, Marc, tu me dis, bah, tiens, j'ai besoin d'un CRM pour la Paris Creators Week. Il faut que je comprenne quels sont vos leviers d'acquisition, comment vous faites du marketing, qui sont vos clients, quels sont vos process internes, quelles automatisations vous avez besoin. Donc tu vois, déjà, en faire d'un point de vue mental, tu as besoin d'être ultra stratégique. Tu ne peux pas poser des questions fonctionnelles. Il faut que tu comprennes la vision de la boîte, où est-ce qu'elle veut aller. Pour bien comprendre, le CRM, donc le software que tu leur vends, c'est du sur-mesure, quoi. C'est pas tu as une solution et tu leur dis, voilà, moi c'est ça mon software. Tu as une solution, mais elle se paramètre en fait. Et toi, il faut que tu la démo, il faut que tu la vendes. Ouais. Tu peux pas juste arriver et dire, bah, vous pouvez faire ça. Parce qu'en fait, une fonctionnalité peut avoir 10 000 cas d'usage différents. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que ce soit personnalisé par rapport à leur offre. Tu vois, par rapport à leurs besoins. À leurs besoins, ouais. Donc, tu dois comprendre les besoins et tu dois comprendre les enjeux. Parce que où est-ce qu'ils veulent aller demain, tu vois. Un mec qui me dit, bah, moi, je veux lever, je sais pas, 10 millions d'euros, je veux doubler mes effectifs. Bah, je vais pas lui proposer la même solution qu'un autre, tu vois. Parce qu'en plus, tu as des packages. Les clients, ils comprennent pas. Donc, toi, tu dois expliquer les packages, tu dois expliquer les offres, tu dois mettre le bon prix face aux bons besoins, tu vois. Parce qu'en plus, tu es rétro-commissionné si jamais tu te trompes. C'est-à-dire que si ton client part ou ne paye pas, moi, je perds l'entièreté de ma commission pendant 1 an. Donc, tu vends un software qui est complexe, qui est malléable et qui peut matcher les besoins de ton client, mais tu as aussi, dans une vente complexe, le fait que tu as plusieurs décisionnaires parmi ton client. Tu as plusieurs interlocuteurs. Tu as énormément d'interlocuteurs et tu es tout de suite sur de la stratégie. C'est-à-dire que moi, je parle qu'aux dirigeants, mais je dois aussi parler aux équipes parce que c'est eux qui vont l'utiliser demain. Tu vois, il faut que je comprenne le processus de décision. Je suis face à Salesforce, tu vois. Donc, je suis face à des boîtes qui, elles, sont processées, des vrais sales. Enfin, je dis pas que je suis pas une vraie sales, mais je veux dire, quand je suis arrivée, je me disais, mais ça va être ultra dur. Je me disais, mais je vais jamais y arriver.
C'est la culture marche ou crève un peu ou pas? Totalement. Ok. C'est marche ou crève. Aux US, en fait, c'est vraiment la culture US. Là, j'ai retrouvé la culture US. Je me suis dit, ok, t'es super bien payé, mais tu te rends pas compte de la chance que t'as d'être là. Enfin, tu t'en rends compte justement, ne perds jamais ce job. Fais tout pour y arriver. Et je me tuais à la tâche. Et en fait, t'as des règles, tu vois, où en gros, pour t'expliquer, quand t'arrives chez HubSpot, tu dois construire ton territoire. Donc, tu vois, t'as des entreprises comme Salesforce ou Oracle ou autre, t'arrives, t'as un book de clients. Donc, en gros, on te donne une liste de clients qui t'appartient, que tu dois travailler tout au long de ton année, et chaque année, ça change. Et c'est une liste de prospection ou c'est des clients qui te traitent déjà avec HubSpot? T'as les deux. T'as Ok. des clients existants, donc tu dois faire aussi de la pré-vente, tu vois, de ce qu'on appelle de l'upsell cross-sell, donc de la vente additionnelle, vente des produits supplémentaires. Et tu as une base de prospects fixes. Dans la construction de ton territoire, chez HubSpot, tu n'as rien. C'est-à-dire que tu arrives et va trouver des boîtes qui ont bien envie de mettre en place un CRM. C'est méga dur. Ah bah, je peux te dire que ça te forge, ouais. T'arrives et tu te dis, ok. Et en fait, le truc, c'est que toi, t'es face à des gens qui, eux, ont déjà construit leur territoire depuis 1 an, 2 ans. Ça fait 1 an, 2 ans qu'ils discutent avec les boîtes, en fait. Ouais. Donc, ils ont déjà des process. Donc, toi, t'arrives, tu dis, ok, il faut que je construise mon territoire from scratch, quoi. J'ai pas le choix. Alors, je fais le parallèle avec ce que j'ai connu chez Goldman Sachs et chez BNP Paribas. Et c'est marrant parce que c'est l'inverse. C'est-à-dire que dans une banque française, quand tu es vendeur et que tu arrives, on te dit, bah voilà, il n'y a pas de clients, démerde-toi et trouve-nous des nouveaux clients. Ouais. Dans une banque américaine, quand tu arrives, on te dit, bah t'es junior, on va te former en fait à comprendre comment gérer des relations commerciales existantes. Et pendant les 2-3 premières années, en fait, tu gères pour le compte de quelqu'un d'autre. Tu vois, ça va pas dans ton PNL à toi, ça va pas être quantifié ce que tu fais. C'est quelqu'un d'autre sera payé pour ça, mais tu es le larbin en chef d'un vendeur plus senior. Quand tu es associé, on comptabilisera ça sur ton dos. Et quand tu passes vice-président, là, on te dit, va trouver. Maintenant, tu es assez senior, tu comprends assez bien HubSpot ou Goldman, tu comprends là où on est fort, là où on n'est pas fort, va trouver des nouveaux clients qui nous ont blacklistés depuis des années. Il n'y a que toi qui peux les vendre. Mais c'est pas quelqu'un de junior qui va réussir à le vendre, tu vois. Donc, c'est marrant parce que c'est la mentalité inverse, tu vois, soit de ce que tu décris, de Goldman Sachs, que moi, par extension, je croyais être la mentalité américaine, tu vois. Ah oui, non, en fait, ça dépend des entreprises. Tu vois, chez Salesforce, t'arrives, t'as un book. Chez HubSpot, t'as pas de book, mais c'est une bonne chose, je trouve, parce que pour en avoir discuté avec d'autres commerciaux, c'est-à-dire que t'es le seul responsable de ta réussite. Ouais. Quand t'arrives et que t'as un book, s'ils te donnent un book pourri, tu vas pas faire ton année. Remue ciel et terre, tes clients, ils vont pas acheter. Et tu peux pas sortir du cadre, en fait. On s'en fout que ton book, ce soit un book de 1 million, de 10 millions, de 100 millions. Ce qui compte, c'est est-ce que tu fais plus 5%, plus 10% ou moins 20%. Tu vois, c'est ça qui est quantifiable, tu vois. C'était pas ça, en fait. Dans les boîtes tech, t'as un book de prospects et il faut que tu leur vendes. T'as un objectif tous les mois. Donc, t'es obligé de vendre. Si on te donne qu'une liste de prospects où tu peux rien vendre... Mais tout le monde a le même objectif en absolu? Oui. Ok, moi ça je trouve ça absurde, tu vois, parce que en fait c'est beaucoup mieux de faire 1 million de revenus là où tout le monde a fait 0 sur des clients auxquels on n'a jamais vendu, que de faire 10 millions sur une base de clients qui fait 15 millions d'habitude, tu vois. En fait, eux, ils fonctionnent en headcount. En fait, les entreprises américaines, quand tu gères une équipe commerciale, tu fonctionnes comme ça. C'est-à-dire que quand tu es dans une aussi grosse structure que HubSpot est coté en bourse. Okay. Donc, ce qui signifie que eux, ils ont des comptes à rendre à Wall Street. D'accord ? Tu vas juger une boîte et sa croissance par rapport à sa capacité à identifier combien est-ce qu'elle va faire de plus chaque mois, chaque trimestre, chaque année. Okay. Ouais. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en partant d'en haut, c'est pour ça que les objectifs sont un peu faits différemment, ils vont dire, cette année, on a prévu, 200 headcounts. Donc, des headcounts, c'est des postes, tu vois, par équipe. Ouais. Chaque headcount nous rapporte en moyenne X. Et on a prévu de faire, 20 ou 30% de plus chaque mois ou chaque année. Ok, Wall Street, il prend ça et en fonction de ça, l'action baisse ou augmente. Tu vois, c'est ta capacité à prévoir. Je le dis en français, mais c'est forecast, tu vois, à vraiment forecast. En fonction de ça, on va dire, voilà les objectifs des managers, voilà les objectifs d'équipe, et c'est toujours plus élevé que ce qu'a prévu Wall Street, parce que bien évidemment... Je sais qu'il y en a qui ne feront pas les objectifs. Exactement. Et donc en fait, eux, ils regardent d'un point de vue global. C'est-à-dire, t'en as qui vont faire 125%, t'en as, ils vont faire 20%. T'en as, ils vont faire 80%. Et en fait, le but, c'est que ce soit toujours à peu près hétérogène, parce que tu as forcément des bons, des moins bons, tu as beaucoup de turnover, etc. Mais le but, c'est que l'entreprise gagne le bon nombre d'argent, et c'est la seule chose qui les intéresse. Donc que tu fasses ces objectifs ou pas, toi, on t'appelle individual contributor. Tu es contributeur individuel. Voilà, tu as un numéro. Moi, j'étais le 153 222 36. Voilà. Okay. Tu es un numéro. Dans une boîte de 7000 employés, tu es un numéro. Donc, c'est très simple. Tes promotions sont automatiques. Il n'y a pas de politique en tant que telle. Dans le sens où, oui, il y en a un peu dans le bureau français, mais comme tout, tu vois, c'est toujours mieux si tu t'entends bien avec tes managers, si tu veux une promo et tout. Mais tes promotions de salaire, c'est automatique. Donc, tu peux rester sur un même poste et chaque année, tu vois, si tu es très bon, prendre 10 000, 10 000, 10 000 et atteindre des salaires à 300K sur un poste individuel contributeur. La politique, je te rejoins, elle arrive plus tard dans les boîtes. Tu vois, ça arrive bien plus tard. C'est quand tu as des gens qui bossent pour toi
et que tu peux faire semblant que tu fais des trucs et tout ça, tu vois. Genre, quand t'es le couteau à la gorge et qu'à la fin de l'année, t'as fait combien, et pendant toute l'année d'ailleurs, il y a ton compteur et que c'est très très clair, tu peux pas bullshit ton boss si c'est exactement où t'en es. Là, voilà, là, il y a pas de politique. Sur le point que je disais avant, je trouve ça quand même mieux pour les boîtes de valoriser des sales qui sont capables de faire le from zero to one, tu vois, genre de réussir à, tu vois, vraiment le from scratch, il y a rien. En fait, ces sales-là sont hyper forts, alors que celui qui fait peut-être beaucoup, mais sur des clients qui depuis des années traitent de ouf avec HubSpot, ça n'a pas énormément de valeur, en fait, tu vois, ce sales-là. C'est un peu le côté injuste du commercial. Tu vois, c'est un peu le côté injuste des entreprises. C'est... T'en as qui vont le prendre en compte, d'autres qui vont pas le prendre en compte. Et du coup, c'est très compliqué de savoir ceux qui sont vraiment bons. Bah, tu le sais en interne parce que tu vois les comptes que tu signes. Si tu vois que c'est un client en fait qui t'a acheté, je sais pas, 100 sièges, tu vois, il y avait des grosses boîtes qui recrutaient tout le temps des commerciaux et toi, tu prends sur les licences supplémentaires qu'ils achètent. Donc en fait, quand t'as des grosses boîtes, tu vois, je sais pas, t'as un Malte dans ton truc, tu sais que les mecs, ils recrutent des boîtes tout le temps. Bah, en fait, tu prends des sièges, t'as rien fait, tu vois. Tu peux faire ton chiffre, t'as pas bougé une oreille. Et tu avais des industries comme ça qui gagnaient vraiment beaucoup, des commerciaux qui gagnaient sans rien faire. Ouais. Donc tu sais qu'en interne, tu vois, ils vont jamais les prendre sur des postes un peu transverses, mais tu en avais qui faisaient le même chiffre que toi, qui gagnaient plus d'argent que toi, alors que toi, tu démontais tous les jours à faire tes objectifs, etc. Donc tu avais ce truc-là, mais cette construction de territoire, le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que j'ai dû me lever pendant 2 ans à 6 heures du matin pour récupérer des comptes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chez HubSpot, t'as la base de données commune. Et donc, en fait, HubSpot achète souvent des bases de données où tu as des gens qui font des demandes et ça tombe sur la base commune. D'accord ? On a tous une capacité de 400 comptes. Okay ? Donc, il y a 400 comptes qu'on doit travailler. On construit notre book et on ne peut pas aller au-dessus de 400 comptes quand on construit notre territoire sur un territoire donné, sur un certain nombre d'employés. D'accord. OK ? Dans ces boîtes-là, tu dois jauger entre celles qui vont signer cette année, celles qui vont signer l'année prochaine, etc. Si tu dépasses les 400, tout ce qui dépasse les 400 tombe dans ce qu'on appelle la recyclette. Donc la recyclette, c'est la base de données commune où chacun peut se servir. Et donc toi, en fait, sur tes 400, quand tu construis ton territoire, à n'importe quel moment de l'année, quand tu veux, autant de fois que tu veux, tu peux en retirer, en enlever. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, moi je vais prendre la Paris Creators Week, je me rends compte qu'en fait c'est pas le bon moment pour vous. Du coup, je vais vous retirer, je vais vous remettre dans la base de données commune, quelqu'un d'autre va vous prendre et vous prospecter, et je vais aller chercher une autre boîte qui je pense a plus de potentiel. Ok, donc a priori quand tu récupères un client dans la recyclette, c'est que c'est une vraie bouse, quoi. Quelqu'un l'a mis là par t'en hasard. sais rien parce que c'est ta propre perception. Et c'est ça, tu vois, qui t'apprend beaucoup, c'est comment est-ce que tu perçois le potentiel d'une boîte. T'as déjà fait des dingueries avec une boîte dans la recyclette, toi ? Ouais. Ah ouais ? J'ai signé une boîte qui s'appelle French Bloom, tu vois ou pas ? Champagne sans alcool. Ok. LVMH est rentré au truc. Au board, pardon, au truc. LVMH est rentré au board. Et eux, je les ai signés en 2 semaines. Ça a fait la moitié de mes chiffres. Et je les ai pris à la recyclette, je les ai appelés. J'ai ouvert une opportunité. J'ai signé 2 semaines après. Et le sales qu'il a mis dans la recyclette, il a sauté du haut du Golden Gate ou il va bien aujourd'hui ? Je l'ai récupéré à 6 h du matin. Ok. En fait, il ne l'a pas mis dans la recyclette. C'est pas... En fait, à 6 h du matin, automatiquement, la machine t'enlève des comptes si tu as dépassé les 400. Et si tu te lèves à 6 h, bah, t'es le premier à les choper. D'accord, ok. Et donc pendant 2 ans, je me réveillais à 6 h du matin, tous les jours, vacances comprises. Ça n'a pas été patché. Enfin, il n'y a pas des gars qui ont compris et qu'il fallait arriver à 6 h du mat. Personne ne voulait se lever. Les gens, ils avaient la flemme. Ok. T'es payé 100K. T'es payé 100K. Tu crois que tu vas te lever à 6 h du matin si t'as pas soir, la dalle ? Le soir, tu peux checker que tu dépasses pas les 400 et après tu dis oui, mais les gens, ils checkent. Mais en fait, si tu vas boire un verre, t'oublies et puis on t'attribue des comptes. Donc tu vois, il suffit qu'en fait, tu sois à 399, on t'a attribué un compte 401. Bim, c'est le compte que tu voulais pas qui part, parce que tu sais pas quel compte saute en plus. Ah, en plus, c'est random ? Ah, c'est random. Donc ça peut être ton meilleur compte qui part ? Ah oui, c'est toi et ta chance. Ah ouais. C'est la jungle, hein. Moi, j'aime pas me lever le matin, mais je serais peut-être passé 2-3 fois, moi, quand même, pour aller checker. Oui, mais il y en a plein, tu vas y passer 1 fois, 2 fois. Moi, j'y étais tous les jours, non-stop. Tu vois, genre, je me réveillais, mon mec, il savait, mon réveil sonnait à 5h59, je prenais mon ordi, j'avais mon ordi comme ça, un œil fermé, un œil ouvert, comme ça. Ah ouais, check de recyclette dans le lit, comme ça. Mon mec, il me faisait, ça va ? Je disais, enlève ta main ! Parce qu'en fait, il faut aller vite, parce que tu as des gens qui se réveillent, donc c'est premier arrivé, premier servi. Donc là, tu arrives double clic, clac, 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 clac. Incroyable. Non-stop. Incroyable. Et ça, c'est fou. En vrai, c'est ultra formateur, tu vois. Donc ça m'a aidé vachement à faire mes chiffres. Et donc, chez HubSpot, tu as ce qu'on appelle le President's Club. President's Club, t'es la crème de la crème. Genre, tu vas voyage aux Bahamas avec ton +1, payé, tout frais payé. Donc, il y a des destinations qui changent. L'année où je l'ai fait, c'était les Bahamas. Qu'est-ce qui fait que tu es au President's Club ? Tu fais 125% de ton année. Tu rentres plus d'1,5 million d'euros. 1,2 million.
Toi, tu t'es fait du President's Club, du coup? J'ai fait President's Club, ouais. J'ai été une des seules de mon segment à faire President's Club avec un chiffre aussi haut. J'ai été première de mon segment sur l'année 2023. Ok, donc tu as un Quatrième, voyage dans l'année, tout payé par la boîte avec ton plus 1. Avec ton plus 1 dans un hôtel 5 étoiles, avec toute la boîte. Donc, ils t'offrent 2 dîners, on a mangé du homard. Enfin, mais indécent, quoi. Incroyable. Vegas sur l'eau. Avec la CEO qui fait un discours et tout. La CEO d'UpSpot, tu la vois une fois dans l'année. Tu la vois qu'au Par President's contre, Club. il y a tous les gars du President's Club qui sont... Ah, mais on est... Casse-couille, non, de voir les collègues en vacances, non? C'est trop bien. Ah ouais? Ta CEO, quand elle sait que t'es là, elle sait qu'elle parle à un champion. T'es pas du tout dans la même posture. T'arrives au President's Club, elle te voit avec ton plus 1, elle sait que toi, tu lui as ramené plus d'1,5 million. Tu parles en maillot à ta CEO avec un cocktail à la main. J'avoue que t'es dans le game. J'avoue que ça pose les bases quand même. Ouais. Ça pose les bases. Ouais. Tu vois, c'est stylé. Ouais. Puis, elle le sait, tu vois. Elle voit. Donc, ça pèse. C'est énorme cette histoire de President's Club. C'est un truc classique. Il y a d'autres boîtes qui font ça. J'ai jamais entendu. Ouais, si. T'as beaucoup de boîtes. C'est très américain. Ok. T'as Salesforce, Workday, toutes ces boîtes-là le font. Mais c'est plus ou moins difficile. Nous, dans notre segment, pour te dire, c'est tellement dur que cette année, personne l'a fait. Okay. C'est trop dur en fait. C'est super dur à faire 125% de ton année. Ok, donc ça, President's Club et cette promotion où tu commences à traiter les mid-cap, ça arrive au bout de combien de temps? 1 an et demi. Au bout d'1 an et demi. Ok. Comment va se passer la suite après ça? Bah en fait, j'arrive. Tu vois, déjà, c'est Skello, j'étais la plus jeune. Donc je suis arrivée, tout le monde avait genre 28, 29. J'arrive, j'ai 24 ans. Ouais. Donc tu vois, je me dis, ok, sympa. J'arrive en mid-market, ils ont tous 35 ans. Okay, donc ils sont tous ultra capés, c'est des mecs qui ont 10 ans d'expérience. J'arrive, j'ai 26 ans. Donc tu vois, pareil, il faut faire tes preuves en fait. Et donc c'est là où je me rends compte que déjà, c'est pas une question d'âge, c'est toujours une question de à quel point est-ce que tu te donnes, à quel point est-ce que tu as compris des choses, tu vois. Je me retrouve avec des gens qui me demandent des conseils, les mecs, ils ont 10 ans d'expé, ils ont fait Salesforce, Oracle, les plus grosses boîtes de la tech. Là, je me dis, ok, en fait, je pense que je tiens un truc. Ok. Je pense que je tiens un truc qui est genre du coaching. Tu vois, j'arrive à coacher les gens, j'arrive à les motiver. Ouais. J'ai cette envie, j'ai cette rage de vaincre, tu vois. Et mon manager me disait toujours, mais pourquoi toi, tu y arrives et pas les autres? Aide-moi à faire en sorte que les autres y arrivent, tu vois. T'es d'accord sur le fait qu'il y a différents styles de vendeurs ou pas? Qu'il n'y a pas un Exactement. bon vendeur? T'es Non, ok non, avec bien ça? sûr. Ok. Totalement. C'est quoi ton style à toi? Agressif, non? Ouais. Je n'osais pas le dire, mais bon, finalement. Ouais, agressif, ouais. En fait, je suis pas agressive, mais je suis archi direct. Ouais, c'est ça, ok. Je suis très sharp. Ça se manifeste. Après, je m'adapte. Bah, en gros, j'arrive. Vas-y, vends-moi un truc là. Moi, tu Ok. m'appelles, c'est la première fois, je sais pas ce que c'est HubSpot. Tu me vends comment? Tu m'appelles comment? Tu veux dire en call ou j'arrive en rendez-vous parce que tu as fait une demande, tu es intéressé? C'est pas pareil. Hein. Tu gères pas un rendez-vous de vente et un call de la même manière. Vas-y, call. Parce que Ok. je pense que c'est le plus dur, non? Ça dépend. Les deux, c'est difficile. Je sais pas qui t'es, j'en ai rien à Ok. foutre. J'étais en train de me toucher, à parler avec mes collègues et Ok. tout ça. J'ai avec le café, D'accord. on se raconte nos vacances. Il y a quelqu'un qui m'appelle. J'ai pas du tout envie de prendre cet appel dans l'open space. Ok. Vas-y, let's go. Salut Marc. Bonjour, et vous êtes qui? Salut Marc. Shannon, société HubSpot. Il y a 2 raisons qui me font penser qu'il faut qu'on se parle. Ok. Alors là, enfin, je suis un peu busy là en ce moment. Là, c'est Ça va pas te prendre plus de 2 minutes, je te le garantis. 2 minutes. 2 C'est long, 2 minutes minutes. maximum. Eh ben, Ok. on fera 1 minute. On fait alors. en une alors. On fait en 1 minute. La première raison, c'est que j'ai vu que vous organisiez justement la Paris Creators Week. Et je sais qu'il y C'est a la des Paris sponsors. Creator Week. Paris Creator Week. Je l'ai dit en anglais, sorry. Ok. Je sais que vous avez des sponsors, je sais que vous avez des invités. Je me demandais où est-ce que vous centralisez l'intégralité de cette information pour être sûr de ne pas perdre de business lors de l'organisation de l'événement. Je sais pas, moi, c'est les gars qui bossent dans mes équipes qui s'occupent de ça. Ok, et toi, tu as une visu dessus? Ouais. Ok, donc du coup, vous Sur avez Notion. Ok, d'accord. Et tu trouves ça pratique? Les 16 ont l'air de se démerder avec ça, quoi. Ok. Et si je te disais que toi, tu pouvais avoir une visu directe de où est-ce que vous en êtes sur l'événement, combien est-ce que vous allez rentrer pour pouvoir mettre en place les bonnes actions? Est-ce que ça vaut le coup qu'on se prenne 15 minutes pour en parler? Ok, ça me hype. Ça me hype si j'étais plus impliqué dans le sales. Mais bon, quand t'appelles la bonne personne, j'imagine. Exactement. Donc, T'appelles en fait, il y a 2 choses. T'appelles Ça- pas le président qui est très très loin du Exactement. truc. Et C'est ça. ouais, ok. En fait, Ok. t'appelles la bonne personne, mais non, tu vois, même si tu me dis oui, mais c'est pas moi qui m'en occupe, c'est mes équipes, tu vois, mais moi, l'objection, non, mais c'est pas moi qui m'en occupe, c'est mes équipes. Classico, ouais. Ok, classico. Il y a 2 choses. Bah, justement, c'est intéressant, on va faire ça avec tes équipes. Pourquoi? Parce que toi, tu as besoin d'avoir une visu, puisque c'est toi qui prends les décisions stratégiques. Si tu n'as Ouais. pas la data, tu peux pas prendre de décision. Et tes équipes, parce que c'est elles qui vont l'utiliser demain. Ok. J'ai 2 dispos, Mais ok. mardi, Mais si jeudi, moi, choix, mes en équipes gros. m'ont jamais remonté que putain, c'est de la merde, Notion et tout. Comment, enfin, tu vois. Ça change rien. Ce qui a jamais été le cas, tu vois. J'ai l'impression qu'ils sont très contents de Notion, tu vois. Donc, Oui, mais tu n'as toujours pas de visu strat. bah, je le vois, si je vais sur Notion, je vois les clients à qui on est au premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, devis envoyé. Enfin, tu vois, je vois où on en est dans le processus de Tu as un vente. tu vois. pipeline. J'ai un pipeline et je vois sur chaque colonne un peu, tu vois, où on en est.
Et je me dis, OK, tu vois, normalement, on va faire tant de deals, voilà. Mais tu vois pas les leads potentiels. C'est-à-dire que tu n'es pas capable de dire, ah bah tiens, j'ai la BNP qui a visité le site ou qui est passé sur mon profil LinkedIn. Tu vois, en fait, tu crées pas d'opportunités du coup. Tu peux pas dire à tes sales. Parce que toi, en plus, tiens, tu là, j'ai génères vu ça. des leads avec Ah, ton mais on truc. génère tout. Nous, on gère. En fait, on centralise l'intégralité de ton cycle de vente. De l'acquisition à la conversion à la rétention. C'est-à-dire que moi, je peux te dire, tiens, Marc, la BNP est repassée sur le site, rappelle-les pour la semaine d'après et je mets une alerte à tes sales automatiquement, tu vois. Et je te dis, bah tiens, la BNP a réouvert le mail de la propale que vous aviez envoyé l'année dernière. Et tu vois. Et après, avant que j'aille faire une bise à Nathalie, on va prévoir 5 minutes avec Nico et tu vas nous parler de tout ça. Tu vois, regarde, call. Mais en fait, c'est de la personnalisation. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis adaptée à ta situation. J'ai vu ton événement, j'ai vu que tu gérais des sales, je sais ce qui se passe, j'ai vu la date, je sais qu'il y a des partenaires, j'ai compris ce que tu vendais. Donc déjà, t'as envie de me parler. Ouais. Je suis pas arrivée avec un truc classique, tu vois. C'est ça le call. Ouais, c'est des bonnes clés que tu donnes. Je pense que c'est la même chose sur un message sur LinkedIn ou un mail from scratch. Tu vois, un mec qui s'intéresse vraiment à ce que tu fais ou qui dit j'adore ce que tu fais. Et en fait, tu vois qu'il ne sait pas ce que tu fais. Tu vois. Non. Donc, OK. Donc, au bout d'un an et demi, cette première promotion, comment ça se passe ? Tu vas changer, tu dis que tu es une des plus jeunes. Autre chose que je ne t'ai pas demandé, est-ce que ton milieu te poursuit ? Mon milieu, karma is a bitch. Ouais. Et tu te rappelles de la fille dont je t'ai parlé qui m'avait dit, mais Shannon, jamais de la vie. Ouais. Elle rentre chez HubSpot. OK. Sauf que moi, je suis en mid, elle est en small. OK. Et maintenant, c'est moi qui peux lui dire, mais en fait, tu vas jamais être pote avec nous, t'es en small. Et donc, elle, c'était la meuf qui était avec les meufs riches de ton collège. C'est elle qui m'a dit, jamais de la vie, tu seras avec nous. Ouais, OK. Tu vois. Ça, c'est énorme. Moi, j'apprends ça, je me dis, karma, il est sympa, quoi. La vie, elle te fait des petits cadeaux comme ça. Ouais. Et au final, je me dis, franchement, ça vaut pas le coup. J'ai pas envie de la mettre mal à l'aise parce que je sais ce que j'ai ressenti. Et j'ai pas du tout envie de refaire vivre ça à quelqu'un. OK. Du coup, je dis pas trop grand-chose, mais on s'entend pas trop, tu vois. Et je me dis, si j'ai quelque chose à lui dire, je lui dirai entre quatre yeux. Je vais pas lui faire la misère, je vais pas la mettre mal à l'aise, parce que c'est bon, ça y est, maintenant, j'ai cassé mon échelle sociale, tu vois. Et elle vient, et tu vois, elle est un peu, oh, mais je suis trop admirative de toi, par rapport à d'où tu viens, c'est trop cool, mais t'es trop forte et tout. Et je la défonce. OK. Je lui dis, tu te rends compte de ce que t'as fait, tu te rends compte de ce que t'as dit, tu m'as jeté. Elle me dit, mais non, mais tu sais, pour moi aussi, c'était dur de me faire accepter, les enfants, ils sont méchants et tout. Je dis, ouais, mais tu vois, tu sais, les gens que tu croises en montant, c'est les mêmes que tu croises en descendant, sache-le. Et au final, on est devenus potes. Ah ouais ? Ouais. Ça, c'est ouf. OK, je m'attendais pas à cette chute-là. Ouais. On est devenus potes. OK. Parce que je pense que même moi, j'ai appris aussi, tu vois, à ne pas laisser la rancune. Et je pense que ça aussi, c'est un autre truc, c'est tu viens d'un milieu difficile. Il y a des gens qui ne croiront pas en toi, c'est vrai, tu vois, qui vont te mettre des bâtons dans les roues, qui vont te sous-estimer. Tu vas leur prouver le contraire. Mais au moment où ils t'offrent une opportunité, utilise pas ton ego pour leur cracher dessus. Parce que tu le regretteras. Peut-être que cette opportunité, elle t'amènera plus loin. Et t'es beaucoup plus sage, t'es beaucoup plus humble quand t'arrives aussi à prendre du recul et à te dire, est-ce que moi, dans leur situation, j'aurais réagi de la même manière ? Ben, j'en sais rien, je suis pas dans cette situation. Tu peux pas savoir ce que vivent les gens, tu vois. Ça, c'est aussi une question d'empathie, je pense. Tu le développes beaucoup avec le sales. C'est te mettre à la place des autres. Vraiment te mettre à la place des autres. Et pas penser comme toi, t'aimerais qu'ils pensent, tu vois. Et finalement, elle t'a présenté Blair et ses copines de Gossip Girl ou pas ? Elle est plus amie avec eux. Ah non. Du tout. Ouais, ils l'ont. Donc ça sert à quoi d'être pote avec elle alors ? Bah en fait, ces filles-là, elles sont. Tu vois, elle me dit, en fait, tu sais quoi, ces filles-là, elles font rien de leur life. C'est un peu des nuls et tout. Ouais. Et en fait, juste le fait de savoir ça, je me suis dit, t'as forcément, tu as une partie de toi qui se dit, ah, je suis contente quand même. Ah, j'ai plus réussi qu'elle, tu vois. Ouais. J'avais moins de chance et j'ai plus réussi qu'elle, tu vois. Et puis surtout, je me dis, en fait, regarde, j'ai un salaire que, tu vois, qui était inimaginable pour les gens, tu vois. J'arrive, je finis mon année là, 184 000 € brut, ma dernière fiche de paye, par an. C'est indécent, tu vois. Jamais de ma vie, j'aurais pensé toucher ça un jour. Et on t'apprend même pas à gérer ça. T'apprends pas à gagner autant d'argent. Personne t'explique ce que tu dois faire avec. Moi, du coup, je l'ai coffré. Ouais. C'est bien. Je l'ai mis de côté. C'est pour ça que j'ai pu partir. Sinon, j'aurais pas pu partir. T'es dans une cage dorée, en fait. C'est ça qui est horrible, c'est que quand tu viens d'un milieu assez défavorisé et que t'atteins ce niveau-là, tu vois, de salaire et tout, parce qu'en fait, dans l'ascenseur social, t'as plusieurs choses. T'as le salaire, bien évidemment, mais t'as aussi les codes. À quel point est-ce que t'arrives à t'entourer aussi, à créer des liens avec des gens qui sont dans une classe sociale différente de toi ? Ouais. Et moi, j'ai eu longtemps honte de mon parcours. J'ai eu longtemps honte
de qui j'étais, tu vois, d'où je venais. Ouais. J'en parlais pas forcément, tu vois. Je disais, moi, je vais réussir et tout. Mais je parlais pas, tu vois, que ma mère était seule, que j'ai dû, me débrouiller toute seule, que j'ai dû travailler. Les marchés, j'ai compris que en fait, c'était une force beaucoup plus tard. Parce que je me disais, les gens, ils vont me juger, tu vois, ils vont se dire, ah non, mais c'est une plouque. Donc, tu as commencé quand à assumer le milieu dont tu venais? J'ai commencé à assumer le milieu dont je venais quand en arrivant chez HubSpot, j'ai fait un peu une crise identitaire, entre guillemets, en me disant, en fait, à part mon travail, je suis qui, tu vois. En fait, comme j'ai toujours été top performeuse, en arrivant chez HubSpot, j'ai pas été top performeuse. Tout de suite, c'est normal, tu vois. Au début, il faut que tu construises ton territoire, tu as tellement de choses à comprendre, le produit complexe, le multidécisionnaire, etc., que je galérais et je m'autorisais pas, en fait, de pas être forte, tu vois. Je me suis dit, tu as toujours été une championne, tu seras une championne. Et quand j'ai réalisé qu'en fait, j'y arrivais pas, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse et je me suis dit, en fait, je suis nulle, je suis une impostrice, tu vois. C'est pas vrai, en fait, j'ai eu que de la chance jusque-là et je suis pas forte du tout, tu vois. Et en fait, j'en ai parlé, donc j'ai fait une thérapie avec une psy et la psy, elle m'a posé une question, elle m'a dit, mais t'es qui en dehors de ton travail? Si t'es pas top performeuse, t'es qui? Et là, j'ai fait, je sais pas répondre à cette question. Tu te cachais derrière ça? En fait, je me cachais derrière ça. Parce que pour moi, c'était ma nouvelle identité. Comme j'avais renié la mienne toute ma vie. Ma nouvelle identité, c'était ça, c'était être top performeuse. C'était être forte, en fait. C'était la première de classe du travail. C'était la première de classe de travail. C'était la bonne élève, c'était celle qui vient tout le temps à l'heure, celle qui travaille comme une malade, celle où le manager, il est content d'elle. Je voulais être aimée par mes managers, tu vois. Je voulais qu'on se dise, elle a de la valeur, tu vois. Et ça y est, c'est bon, maintenant, elle a de la valeur. Et je disais, même avec mes potes. Je dis, j'étais trop fière de ce que je gagnais. Je dis, là, j'ai touché 6 000 €, mais c'est fou. Ça y est, c'est bon. J'ai craqué le game. C'est dur, en fait, tu vois, de réaliser que t'es autre chose aussi que ton travail. Parce que ton drive, depuis le début, c'est vrai qu'on n'a pas creusé là-dessus. Après, je veux pas être le psychologue du dimanche, mais tu vois, genre, c'était de changer de classe sociale, c'était d'avoir des trucs statutaires, je sais pas, des marques sur tes fringues, des trucs comme ça, quoi. Totalement. Ouais. Moi, je voulais la vie de Serena dans Gossip Girl. Ouais, c'est ça. C'était ça, mon rêve. Je t'ai dit Blair, mais en fait, c'était Serena, excuse-moi. Non, c'était Blair. Ah, c'était Blair, d'accord. Okay, c'était Blair. Ouais. Mais je voulais être Blair, quoi. Okay. Pour moi, je trouvais ça injuste que je comprenne les choses mieux que les autres parfois et que je sois née dans ces conditions. Je me disais, mais c'est pas juste, je mérite pas ça. Je travaille, je me donne plus que les autres et genre, je ne comprends pas. J'ai du style, j'ai du goût, je comprends, tu vois. C'est pour ça que j'ai toujours bien aimé m'habiller, mais j'ai jamais su vraiment dépenser beaucoup parce que je connais la valeur de l'argent du coup, vu que j'en ai jamais vraiment eu. Je voulais pas, tu vois. Moi, je voulais appartenir à ça. C'était plus fort que moi. Il fallait que je sois le cliché de la bobo parisienne, tu vois. Que je suis aujourd'hui, mais ce que je suis devenue aujourd'hui. Ouais. Mais j'ai appris à me dire que, en fait, mon parcours, ça faisait aussi mon identité. Et du coup, maintenant, en tant qu'entrepreneur, je me dis plus, c'est Shannon d'HubSpot qui a cassé l'échelle sociale. Je me dis plus, en fait, t'es quelqu'un qui a de la valeur aussi, tu vois, qui a toujours été éthique, qui a jamais voulu écraser les autres pour briller, tu vois. J'ai toujours aidé les autres, j'ai toujours voulu emporter les autres avec moi dans mes réussites, tu vois, en me disant, de toute façon, tu réussis jamais seul. T'as un entourage super sain, t'es une bonne personne. Tu vois, j'essayais en fait de trouver des choses qui me valorisaient, mais qui n'étaient pas liées à mon travail, qui étaient liées à ma personne, en me disant, les gens peuvent m'aimer, même si je suis pas forte en sales, ou même si je fais pas mes chiffres ce mois-ci, tu vois. Ouais. Mais ça a toujours été très dur en vrai. Ça a toujours été très dur, et je pense que c'est un combat de tous les jours quand t'es très passionné par ce que tu fais d'un point de vue travail, c'est de te dire, est-ce que les gens vont m'aimer quand j'aurai plus ça, du coup. Dernière question sur ton milieu, après j'arrête de te faire chier avec ça, mais c'est... Est-ce qu'une fois que tu étais dans le monde du travail, tu trouves que les gens sont quand même plus ouverts, tu vois, notamment dans la culture américaine, et qu'il y a moins une ségrégation entre les milieux? C'est-à-dire qu'une réflexion que tu as eue à ton plus jeune âge de « Attends, non, toi on ne parle pas, t'es pas de notre milieu », tu trouves qu'il y a toujours ça dans le monde du travail? Ah ouais? Ouais. Ah ok, ça, vas-y, alors dis-moi en plus. Ça, j'aurais dit que non. J'aurais dit que dans la culture américaine, un peu melting pot, tu vois, ce qu'on s'imagine, c'est que, ok, tu vois, maintenant c'est ok. Si t'es là, c'est que t'as prouvé, c'est que t'as réussi. On a tous à faire du bif à la fin du mois, à la fin de l'année, on est tous sous le même stress. Donc, un peu comme dans la prépa, tu vois, on est tous dans la même galère. Donc maintenant, on se parle tous, tu vois. Alors, tu l'as oui et non, ça dépend avec qui. Ça dépend des gens que tu côtoies. Tu vois, c'est toujours très nuancé quand même. Hein. En fait, moi, je me souviens d'un jour où c'était chez HubSpot, tu vois, et je discute avec un mec, et en fait, on discute tous ensemble, on boit un verre, et là, le mec, il est en train de parler d'acheter une baraque à 3 millions avec sa meuf, parce qu'en fait, sa meuf, son père, il a des cliniques, je sais pas quoi et tout. Et il parle de ça, tu vois. Devant tout le monde? Devant tout le monde, non mais c'est normal, tu vois. Enfin, les gens, ils gagnent plus de 6 chiffres. Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte de ce que c'est de gagner 6 chiffres par an, mais ça fait partie de 0,01% de la population, hein, c'est privilégié. Et tu vois, t'en as d'autres qui se plaignent, qui disent « Ah, mais c'est pas normal, on n'a pas ça, on n'a pas ci et tout ».
Je la regarde, je dis, les gars, vous faites partie des 0,01% des Français, vous trouvez encore des raisons de vous plaindre, quoi. Je dis, mais c'est dingue. C'est un truc de fou. Toi, t'es en train de parler d'acheter une baraque à 3 millions. Je dis, alors qu'il y en a d'autres qui stressent parce qu'ils vont pas faire leurs chiffres. Et là, il me regarde, il me dit, mais c'est bon, Chanel, ton échelle sociale, tu l'as grimpée, là, c'est bon. Je dis, mais en fait, je crois que t'as pas compris. Je dis, tu la grimpes jamais vraiment, en fait, ton échelle sociale. Parce que je n'aurai jamais la même manière de penser que vous. C'est impossible. Je ne prendrai jamais ça pour acquis. Parce que je l'ai jamais eu. Je me dis qu'à tout moment, ça peut péter, en fait. Donc, jamais de ma vie, mentalement, j'arriverai, je pense, à sortir de ce truc. Tu peux pas. Et tu le ressens, en fait. Tu le ressens parce qu'il y a des questions qui se posent pas. Moi, j'ai pas de backup. C'est-à-dire que moi, demain, là, quand j'ai quitté HubSpot, si j'avais pas 2 ans de salaire de côté, c'était mort. C'est-à-dire que moi, ma mère, demain, elle a pas de quoi payer. Elle a pas de quoi payer. Il y a rien. Il y a walou, tu vois. T'envoies de l'oseille à ta mère, du coup Ouais, bien sûr. Ouais. Bien évidemment. Ouais, tous les mois. Ou enfin régulièrement, quoi. J'aime faire des gros chèques d'un coup. Ok. Okay, mais... Je prévois, Okay. j'enquille. En fait, je règle des trucs. Je lui envoie pas forcément directement, mais je règle des trucs. D'accord. Beaucoup. Mais j'en suis fière, tu vois, d'avoir réglé l'intégralité des dettes de ma mère, tu vois. J'en suis super fière. Mais du coup, t'as pas de backup. Ça veut dire que moi, demain, j'ai plus de salaire ou je ne sais pas faire de l'argent. C'est pour ça que je choisis la vente. C'est parce que tu sais faire de l'argent quand tu sais vendre. Si j'ai pas ça, j'ai rien. Et eux, en fait, c'était en mode, oui, mais si j'ai pas un taf, au pire, c'est pas grave. Je pourrais demander à mes parents de m'aider. Moi, j'ai pas ça. Mais ouais. Mais en fait, c'est ce mindset-là que les gens ne comprennent pas. Même quand tu grimpes l'échelle sociale, tu perdras jamais ça. Tu seras toujours celle qui a pas de backup, en fait. Tu seras toujours celle qui paniquera. Tu seras toujours celle qui regardera quand même les prix. Parce que tu sais qu'en fait, je sais pas, demain, tu te fais hacker ta carte, il n'y a plus de thunes sur le compte, c'est fini. Ta vie, tu repars à zéro. Il n'y a pas papa, maman qui peuvent venir camoufler ou tes bêtises, ou tu vois, tout bête, mais j'ai pas d'héritage. Ouais. Tu vois, les gens, ils parlent des trucs de succession. Moi, quand ils se disputent oui, c'est indécent en France, les droits de succession. Mais je m'y suis jamais intéressée, j'ai pas d'héritage. Qu'est-ce que je m'en fous? Je suis très sensible à ce que tu dis, tu vois. Moi, souvent, les gens me disent, putain, mais c'est fou les risques que tu as pris, tu vois. Tu as quitté Goldman, tu avais un salaire à 350 000 par an et tout ça. Tu as pris des risques de malade, tu vois. Et ma réponse, c'est non, les gars, j'ai pris 0 risque, en fait. J'ai fait une prépa, une grande école. Même si mes parents m'ont pas éduqué comme ça, je le sais au fond de moi. Et bien sûr que je le sais que si jamais, je finirai jamais sous un pont, tu vois. Donc, j'ai pris 0 risque, tu vois. Comment tu fais, toi, quand tu n'as pas, contrairement à moi, de filet de sécurité pour quitter ton taf chez HubSpot, tu vois, pour chier dans la soupe, quoi. Tu vois, comment tu arrives à ce processus mental, à te dire, putain, mais j'ai un truc où je gagne 184 000 euros par an et je vais quitter ça? J'ai anticipé. Je l'ai pas fait du jour au lendemain. En fait, c'est très simple. Mon processus s'est passé comme ça. Je suis chez HubSpot, tout se passe très bien. On est en été, tu vois. Une semaine avant mon anniversaire, j'apprends le décès de mon père. Et là, je me dis, ok, en fait, la vie, elle est ultra courte. Mon père, il avait 50 ans, tu vois. On s'y attendait pas du tout, il était en bonne santé? Non, mon père, il avait des gros problèmes de drogue. Mais tu vois, donc je m'y attendais, tu vois. Donc je me dis, ok, en fait, c'est pas qu'il était pas en bonne santé, c'est que quand tu sais que quelqu'un prend de la drogue, au bout d'un moment, tu sais très bien qu'il va se passer quelque chose, tu vois. Ouais. Là, c'est une bonne chose parce que jamais de ma vie, je prendrais de drogue. C'est vacciné. Donc tu vois, tout ce truc de... Moi, ma mère, elle me disait tout... Ma psy me disait ça. Ma psy me disait, dans le chaos, tu trouves toujours un moyen de transformer ça en quelque chose de positif. Okay. Toujours. Il n'y a rien de chaotique pour moi. Tout est toujours positif, tu vois. Je me dis, c'est pas grave, c'est une journée de merde, c'est pas grave. Je suis toujours quelqu'un d'assez positif, tu vois. Et donc, du coup, en juin, je me dis, ok, en fait, la vie, elle est trop courte. Ça fait 1 an et demi que tu penses à faire des vidéos pour parler de vente, parce que tu as justement envie de montrer que, tu vois, sales tech, c'est un métier qui est peu connu, et que commercial, c'est peut-être un moyen, tu vois, pour les gens de s'extirper de leur situation, parce que tu fais ton salaire, et donc tu peux très bien gagner ta vie. Donc, à la base, je pars de ça, tu vois. Je commence à prendre mon téléphone. C'est un super job pour toi, sales, pour changer de classe sociale. Ah oui, non, mais c'est le meilleur. Parce que t'as pas besoin d'avoir fait une grande école. Donc, c'est vraiment toi et tes chiffres. Il n'y a rien qui prouve plus que tes chiffres. C'est-à-dire que peu importe d'où tu viens, si tu fais rentrer de l'argent dans la boîte, t'es payé. T'as un moyen de pression de ouf. C'est-à-dire que tu arrives, tu vois ton boss, tu dis, c'est très simple, c'est un tableau Excel. J'ai fait rentrer 4 millions cette année. Tu me payes 50. C'est très simple. C'est soit tu me payes 100, soit je me casse maintenant. Il fait quoi? Il perd 4 millions? Bah non, il te paye 100. T'as prouvé qu'en France, c'était possible, sans grande école, sans bac général, de gagner 200 000 euros bruts par an. Ouais. Et ça, c'est fou, ça. Totalement. Bah, j'en suis très fière, tu vois. Et si ça peut inspirer des gens, je me dis que ça a du sens. Ça valait le coup de se lever à 4h du matin pour aller faire les marchés. Ça valait le coup de faire 4 jobs. Ça valait le coup d'aller sous la pluie en vélo. Tout ça, ça valait le coup. Si ça a du sens, ça vaut le coup. Donc, pour moi, je me dis, c'est pas grave, c'est juste que j'étais peut-être la personne qui pouvait le plus supporter tout ça. Et donc, ça vaut le coup. Parce que si ça peut inspirer des gens à se dire, ok, en fait, c'est pas fataliste, tu vois, je me dis que j'ai pas fait tout ça pour rien. Ça a vraiment du sens. Et je pense que t'es toujours un peu en recherche de sens.
Donc du coup, je me dis, ok, bah, je vais en parler sur les réseaux sociaux. Ouais. Je commence à en parler. Je vois que ça prend un peu. Tu vois que les gens s'intéressent à la tech, c'est quoi, comment est-ce qu'on peut faire. Donc je commence un peu à aider des gens. J'aide une fille à rentrer chez Skello. Elle m'envoie un bouquet de fleurs chez HubSpot. Donc tu vois. Ok. Et là, en fait, je ressens un truc que j'avais jamais ressenti, c'est de la gratitude. Et je me dis, en fait, tout ce que j'ai fait là, ça a du sens. Et en plus, les gens me remercient. Je peux vraiment avoir un impact sur le monde. Alors, à mon échelle, bien sûr. Mais je peux impacter la vie des gens, peut-être. Ouais. Et je me dis, en fait, ok, je pense que mon but, c'est ça. Et donc, du coup, je commence à continuer à faire des vidéos. Et là, je me dis, en fait, le sujet, c'est que les gens ne savent pas vendre. Je dis, en fait, là, il y a les freelances qui ne savent pas vendre, les entrepreneurs. Et j'ai compris que ma force, c'est que moi, je sais vendre. En sachant me vendre, je sais me vendre. Donc, je sais que j'aurai plus jamais besoin. J'aurai plus jamais peur parce que je sais faire de l'argent. Et donc, en fait, un truc tout bête, mais j'arrive, ça fait 3 ans que j'y suis. Et là, j'ai 2 possibilités. C'est soit je vais en corporate et je fais des RFP, donc des appels d'offres, pendant des mois. Ça me saoule, je déteste ça. D'accord ? Ça n'a pas de sens pour moi de faire ça. Donc, je me dis, OK, sinon, je vais dans une autre boîte, genre un Salesforce, un LinkedIn, une grosse boîte, et je prends 250 bars, tu vois, 1000, pas millions, hein, Ouais. 250 000 euros par an, et je suis tranquille, pépouse, et je fais ma vie. Et là, je me dis, mais en fait, non, Shannon, t'as toujours eu envie d'entreprendre, c'est quoi ton risque ? Donc là, je regarde, et en fait, je commence à prendre contact, tu vois, et donc c'est là où je t'ai contacté, enfin, où j'ai contacté Pierre, d'ailleurs. Et je me suis dit, OK, utilise tes compétences de sales pour essayer de te créer un réseau et de pénétrer ce monde de la créateur économique, tu vois. J'avais regardé tes vidéos, tu avais dit que c'était un marché à je sais pas combien et tout. J'ai dit, OK, je vais craquer le game. Ok. Je dis, là, faut que je rentre. Et donc là, je me dis, OK, contacte des gens. Donc je commence à contacter Hugo Colusso, tu vois, qui a un bootcamp Tech Invaders. Lui, il parlait de tech, donc je me suis dit, OK, c'est mon homologue, on a des choses à se dire. Ouais. Je lui envoie un message, je lui dis, écoute, c'est très simple. Tu as un bootcamp, tu parles de tech, je suis chez HubSpot. Je te donne tous les tips pour faire passer les gens en entretien. En échange, tu m'accordes 1 heure de ton temps et tu me dis comment tu as réussi à percer sur TikTok. Il me dit, OK. On se fait un call, on s'entend super bien, on devient potes. Trop stylé. La Paris Creators Week arrive en décembre. En septembre, je vois les infos et tout. Je me dis, OK, il faut absolument que j'aille à cet événement parce que là, ça va être mon moyen de pénétrer le marché. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est je t'envoie un message. Bon, je sais que tu en recevais plein, tu réponds pas. Ok. Du coup, je me dis, OK, Shannon, t'es sales. Quand tu n'arrives pas à joindre le CEO, tu fais quoi ? Tu passes par le directeur. Du coup, je commence à regarder sur LinkedIn. Je vois que Pierre bosse avec toi. Et je vois qu'il s'occupe à la fois de ton personal branding et de la Paris Creators Week. Ouais. Du coup, je me dis, OK, j'en mets. Je fais un vocal à Pierre. Enfin, j'envoie un message à l'équipe marketing parce que je sais que l'équipe marketing, vous venez de créer la page, il y avait 200 abonnés. Je savais que vous allez lire les messages. Parce qu'il y a tellement peu de messages, forcément, c'est lu. Ouais. Donc, tu as toujours, tu vois, cette répartition de comment est-ce que tu te situes et comment tu te rends visible, même auprès de gens qui peuvent paraître inaccessibles. Je fais un vocal à Pierre. Je lui dis, hello Pierre, je sais qu'il y a la Paris Creator Week. Moi, je suis chez HubSpot. HubSpot, c'est un outil marketing. Il n'y a que des marketeurs, de toute façon, qui vont venir à cet event. Moi, je peux voir pour essayer de sponsor. Donc, je vais demander à HubSpot, je vais tout faire pour. En échange, tout ce que je te demande, c'est laisse-moi acheter ma place. J'ai pas les 10 000 abonnés, mais je t'assure que je les aurai en décembre. Pierre, il me répond, il me dit, trop stylé, grave chaud, cool. Et je lui dis, j'ai fait un message à Marc, mais je pense pas qu'il l'ait vu, donc dis-lui. Donc, je pense qu'il te l'a dit. Ouais. Tu regardes, et là, tu me dis, OK, vas-y, chaud pour un café. Donc là, je me dis, OK, première cible. Désolée, hein, t'étais un peu une cible. Je me suis dit, première cible, c'est bon. Et là, en fait, je me suis dit, si j'arrive à atteindre des gens qui sont là depuis plus longtemps et qui voient mes vidéos et qui trouvent que ce que je dis que c'est pertinent, c'est que j'ai un marché. Donc ça, c'est vraiment la stratégie de l'entrepreneur, c'est je teste un marché. Je teste ça, je me dis ça marche. Je vois mes vidéos, je vois que ça marche. Et là, je commence à avoir des gens qui m'appellent, qui me disent, Shannon, tu peux venir coacher ? Je dis, OK. Je teste, je dis, bah ouais, c'est... Donc là, à ce moment-là, t'es encore chez HubSpot. Je suis encore chez HubSpot. Hein. On est en septembre. Hein. Et ça les j'ai fait fait pas mes chier vidéos que tu en fasses août. tes vidéos HubSpot ? Non, pas du tout. En fait, il y a eu 2 choses qui m'ont permis un peu de pop. La première, c'est j'avais fait une vidéo en septembre sur qu'est-ce que c'est la tech sur TikTok, ça m'avait fait un peu pop. Insta, ça avait mis du temps à prendre. Et LinkedIn, Enzo Colucci fait une vidéo où il sponsor un peu Salesforce. Je fais une vidéo réponse ultra ironique, tu vois, en disant non, HubSpot, c'est le meilleur CRM et tout. La vidéo fait 150 000 impressions sur LinkedIn. Ok, fort. 350 likes. J'avais jamais fait un post. Hein. Donc là, je me dis, OK, bon, en fait, je crois que ça marche, je crois que je tiens un truc. Je continue à faire mes vidéos, tout ça. Et là, en novembre, donc je vais à la Paris Creators Week, je me dis, OK, il faut que je prépare mon truc et tout. Et là, en novembre, je fais une vidéo sur le test du menteur. C'est quoi ? En gros, c'est un test très simple. C'est si je te dis, on est quelle date aujourd'hui ? J'ai aucune idée. Bah, On est vendredi 27 avril. 27 avril, OK. Tu faisais quoi l'année dernière à la même date ? Waouh. Je sais pas. OK. Et t'aimerais faire quoi l'année prochaine à la même date ? La même chose que ce que je fais maintenant.
Ok, d'accord. C'est quand tu dis la vérité, tu me regardes droit dans les yeux, mais quand tu mens, tu regardes à gauche. Là, j'ai menti, là? Non, mais si tu mens, je sais que quand tu mens, toi, tu vas regarder sur la gauche. Pourquoi? Comment tu sais ça, là? Parce que tu vas chercher dans ta création, dans ton imaginaire. D'accord, ok. Quand tu parles du futur, tu crées l'imaginaire. C'est un petit test de PNL. C'est pas 100% véridique, Ok, mais tu vois, je fais le test parce qu'on rigole avec des potes et on se dit, bah vas-y, viens, on fait le jeu, tu vois. ok. Et donc je fais le jeu, je dis, bah si t'es avec quelqu'un chez toi, vas-y, fais-lui ce test, tu vois. Parce que mon pote me le fait, je trouve ça marrant, et après il me pose une question un peu relou, tu vois. Ok. Il me dit, ah, tu peux pas mentir. Je dis, comment tu sais? Il me dit, bah je t'ai fait le test, tu vois. T'as Je fait dis, le test vas-y, avec fais ton le mec test. ou pas? Ouais, mais mon mec, il ment pas. Ok, Il ment jamais, il sait pas mentir. ok. Et comme moi, on est très mauvais menteurs. Et donc, du coup, je fais ça, la vidéo fait 2 millions de vues. Je prends 10 000 abonnés sur Instagram. Fou. Et là, je fais OK. Bon, bah, visu de ouf. Et là, je commence à avoir plein de demandes, tu vois. Des demandes de partenariat pour... Enfin, je suis dans le B2B, donc, tu vois, créateur économie B2B, c'est souvent des outils, du sales et tout. Et là, je me dis, OK, en fait, c'est très simple. T'es en janvier. T'as 2 ans de salaire. Tu peux partir. Là, t'as la possibilité de partir. Et combien d'argent tu peux faire? Et là, je regarde avec les clients, j'arrive à vendre des journées à 5 000 euros, tu vois, de coaching, la journée. Et là, je me dis, OK, bah en fait, 5 000 euros, t'en fais 2 dans le mois, t'as fait ton salaire, quoi. Sur plusieurs clients. Enfin, 5 000 euros la journée, c'est tu Mais coaches plein de clients. sur un coaching, Un séminaire ou plusieurs ouais, coachings c'est un séminaire ou un Ouais. coaching d'entreprise, tu vois, mais c'est par groupe. Ouais. Et donc, je vois à peu près les prix, je me dis, OK, en fait, j'ai pas trop de risques, je sais vendre. Je me dis, au pire, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, si je veux un autre job, tu vois, si je veux aller débloquer un autre palier de salaire, il va falloir que je change de boîte parce que, en fait, au bout d'un moment, tu restes quand même un peu capé, tu vois. Donc, je me dis, OK, au pire, je change de boîte. Et je me dis, en fait, là, je peux prendre 2 ans sans risque parce que j'ai de l'argent de côté. Donc, je me laisse 1 an, tu vois, à peu près. 1 an. Je peux faire de l'argent. Et si au bout d'un an, ça marche pas, je retourne en sales. Et tu pourrais, tu penses? T'auras Ouais. toujours ta place chez HubSpot? Ouais. Ou Moi, bien sûr. t'es parti en bon terme, quoi? Ouais, ils me l'ont dit. Ils m'ont dit, si tu veux revenir, tu reviens. T'as négocié ton départ? T'as fait une rupture conventionnelle ou un... Je peux en parler, c'est Faut pas en confidentiel. parler, ok. T'es sous NDA? Ouais. Ok, je connais. Je connais très sous très bien. NDA. T'inquiète. Donc, Mais non, je m'entends très bien, tu vois. Ouais, Mais en ouais. fait, ce qui est trop marrant, c'est qu'à un mais t'as le moment, sentiment chez que tu HubSpot, pourrais revenir, quoi. Excuse-moi, Ouais, je te coupe, mais ouais, c'est exactement. ça. Ça, c'est important quand même. Tu vois, dans un filet de sécurité, t'en parlais, c'est quand même cool, quoi. bah, en fait, c'est ça. Je me disais que moi, mon filet de sécurité, c'est mes connaissances. C'est-à-dire que j'ai un réseau assez grand pour savoir que je peux. Je me suis toujours bien entendue avec mes managers, avec mes directeurs, avec mes. Tu vois, je suis ambassadrice Slamilist. C'est parce que Charles, le CEO, c'est mon ancien CRO de chez Skello. Ok. Et en fait, on s'est trop bien entendu, tu vois. Moi, je me suis dit, je veux travailler qu'avec des gens cool. Bah, Genre, tu vois, un peu comme, je vais te dire, ce sentiment que tu as là, de maintenant c'est bon, je connais les gens et en fait je pourrais retrouver un job et tout ça, c'est le sentiment d'un privilégié. Tu vois, genre c'est-à-dire que là maintenant tu es dans le game, tu vois, c'est le sentiment d'avoir tout le temps, en permanence, un filet de sécurité, et c'est-à-dire qu'en fait tu vas retrouver un job, tu vois, tu passes 2-3 coups de fil, les Oui. gars te connaissent, Oui. et tout ça, c'est le sentiment. Donc ça veut dire, je pense que tu es passé définitivement de l'autre côté, quoi, tu Je vois. pense que oui. Ouais. Je pense que c'est ça. C'est ça, cette sensation. Mais en fait, tu vois, c'est vraiment une sensation de. Tu sais que ça dépend que de toi. C'est-à-dire que mon filet de sécurité, c'est devenu moi-même. Et donc, tu crées en fait une confiance en toi qui est inébranlable. C'est-à-dire que, en fait, moi, tu peux me casser, tu peux me dire que je suis nulle, je suis pas parfaite, je le sais, c'est pas grave. Mais j'ai tellement envie d'être top 1, j'ai tellement envie de m'améliorer, j'ai tellement envie de tout péter et de montrer que c'est possible qu'en fait, c'est pas grave. Mêlez-moi les coups, j'ai l'armure. Tu vois, aucun problème. Et donc toi, du coup, tu es venu à la Paris Creator Week, tu as payé ta place, qui c'est quand même des places assez chères. Tu as eu un retour sur investissement du fait d'avoir payé ta place? Totalement. Ouais. Bah, en fait, déjà, j'ai fait du contenu, j'ai interviewé Éric Larchevêque, Ok. Mathieu Stéphanie. Ok, trop bien. T'es venu, t'as fait du J'avais contenu, eu quoi. Sixtine, ouais, tu vois, Sixtine Moulet-Berthaud. Enfin, j'ai interviewé beaucoup de gens. J'ai eu Caroline aussi, tu vois, Caroline Mignot. J'ai interviewé plein de gens, ce qui m'a donné aussi la street cred, tu vois. Ok. Elle arrive à interviewer ces gens. Et même Éric Larchevêque me l'avait dit. Il m'a dit, toi, t'es passé par la fenêtre, quoi. Il m'a Ouais. dit, j'ai rien vu. Je suis arrivée, un petit coin, je me suis pris un micro, une caméra. J'ai 2 questions. Vas-y, 2 petites questions de 2 minutes. Ah, tu as même pas dit t'es filmé, est-ce que c'est ok pour toi qu'on Si, je suis allée le voir. Ah, J'ai ok. dit, salut Eric, je suis désolée, je vois que t'es entre 2 trucs. J'ai 2 minutes, 2 questions sur la vente, s'il te plaît. Ok. Et tu vois, je lui dis, bah tiens, prends le micro 2 secondes. Et en même temps, je lui parlais, tu vois, en même temps, je lui pitchais. C'est-à-dire qu'il avait déjà le micro dans la main. Je lui dis, tiens, tu vois, tout de suite. Donc ça, c'est le côté un peu sales. Donc ça m'a vachement aidé, tu vois, en termes de contenu. Du coup, c'est là où j'ai fait le podcast avec Guillaume. C'est là où il me l'a proposé, quand on s'est vu à l'event. Guillaume Moubèche, pour ceux qui connaissent pas, le G. Le G. Donc ça m'a fait des rencontres, tu vois, ça m'a créé quand même oui, des rencontres, c'est ça. Ouais, ça t'a aidé sur ton réseau et Ouais. tu dis ça t'a donné Ça de la m'a street aidé- cred parce ça qu'en m'a fait aidé tu sur mon postes réseau, ça ouais. sur tes réseaux que t'as Exactement. été avec Eric Larchevêque, ils se disent bon bah Shannon elle commence à être dans le game, quoi. Exactement. Donc il y a cette partie-là. Et puis la deuxième chose surtout, c'est que j'ai eu des clients.
Ah ouais? Enfin, c'est dingue, mais oui, j'ai eu des clients sur du conseil, bien sûr. Ok, trop bien. Sur du conseil stratégique, conseil commercial. J'ai signé en tout et pour tout, j'ai eu 2 clients. J'ai signé 12 000 euros. Tu vois, C'est trop bien. pour ça une me place à 250 euros, franchement, ça vaut fait- grave. Ouais. Alors 250 €, tu l'as eu méga discounté, mais. Oui, j'ai eu en early bird. Je t'ai dit, Ouais, j'étais ouais. la Ah oui, première. bah, trop bien. Dès que la Ok, place trop est bien. sortie, j'ai envoyé un message à Pierre. Enfin, j'ai vu la page Ok. sortir. Tu vois, c'est ça, c'est un autre truc. C'est si tu veux contacter n'importe qui, j'en ai fait une vidéo YouTube. C'est absolument, il y a plusieurs choses que tu dois identifier. C'est comment est-ce que tu fais pour aller chercher un canal qui est très peu utilisé. Tu vois, quel canal est-ce que tu vas utiliser pour contacter la personne sur lequel il est très peu sollicité. La deuxième chose. Exemple, la page d'entreprise Exemple, quand elle vient de la se page créer. d'entreprise quand elle vient de se créer, tu vois. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que toi, tu peux lui apporter. Ouais. Ok. Et la troisième chose, c'est donne quelque chose. Ok. Donne quelque chose, tu vois. Demande un truc qui est facile. Te demander si je peux acheter ma place. Ouais, c'est sûr. Est-ce que je peux acheter, c'est vrai. Oui, mais c'est Est-ce tout que je bête, peux mais c'est une m'emballer intro. sur. Ouais, non, c'est bien joué. J'aurais pu l'acheter toute seule et dire ah bah, c'est pas grave, ils feront pas attention sur les abonnés. Non. Ça montre que, j'ai lu la page, déjà, Ouais, que j'ai lu le détail, et je m'introduis. ouais, exactement. Tu demandes quelque chose, où tu l'apportes déjà, donc tu crées ce que j'appelle le biais de réciprocité, où tu te sens un petit peu obligé de me répondre, tu vois. Ouais, ça, peut-être t'as demandé quelque chose que de toute façon t'allais faire, et donc du coup, ça a créé un contact, quoi. Mais en tout cas, écoute, ça me fait plaisir, parce que bien sûr, nous, c'est ce qu'on a vendu à nos clients qui avaient du ROI et tout, mais bon, c'était la première édition, on n'en était pas certain, tu vois, on n'avait pas de track record ou quoi, donc ça me fait plaisir non, si t'as vraiment. signé des trucs derrière. Et que Même les créateurs, c'est très bien. Après, Ok. tu vois, je suis dans le B2B, donc c'était aussi plus simple pour moi. Mais les rencontres, tu vois, j'ai eu à Brèche-Fer aussi Ah ouais, je fais, ok. en vidéo. Ok, Tu vois, pareil, je suis allée le voir comme ça, en fait. ok, Tu vois, culot, chance et courage. incroyable. Quel projet pour la suite, du coup, là, ça va devenir quoi, cette aventure, là, ce que t'as créé, tes coachings de sales, comment tu vois la suite? Bah, en fait, là, du coup, j'ai lancé plusieurs projets Ok, parce que j'aime bien ouvrir des opportunités. J'ai lancé, du coup, une académie. Je me suis dit, OK, c'est ce que moi, j'aurais aimé avoir. Si j'ai envie de donner au plus grand nombre, il faut que je lance une académie. Donc, j'ai une académie en ligne où je coach, du coup, les entrepreneurs et les commerciaux. Là, il y a eu le premier batch. On a fait venir 2000 personnes j'ai fait venir 2000 personnes sur la masterclass. Il y a 2000 inscrits, 1000 personnes qui sont venues. Et j'ai vendu 12 places à 2500 € en 20 minutes en live. Et là, je me suis dit, OK, en fait, je peux faire 30K en 20 minutes, sans Ok. problème. incroyable. Donc, je continue, tu vois, j'ai le coaching en entreprise et tout. Et donc là, sur le dernier mois, j'ai fait 65 000 € de chiffre. Tes clients, c'est des particuliers qui veulent vendre en perso, genre des formations sur les réseaux ou quoi. C'est des gars qui sont en job, des corpos. C'est des entreprises qui payent ça pour faire des formations à leurs salariés. C'est qui tes clients? Bah, en fait, j'ai 2 typologies de produits. J'ai le B2B. Donc là, je viens en entreprise, je coach, formation avec les équipes. Ok. Ok, donc, tu as une partie audit, tu as une partie où on est plus sur la psychologie. Moi, mon but, c'est un peu de casser les croyances limitantes parce que ça, c'est beaucoup d'état d'esprit. Donc, je casse un peu les croyances limitantes. Je donne un peu de théorie, tu vois, des tips un peu comme ce que je donne dans mes vidéos. Tu vois, des trucs très stratégiques qui, je sais, fonctionnent. Et enfin, la dernière étape, c'est on fait vraiment de la pratique où là, je passe des appels avec eux, je fais les simulations avec eux. Et ensuite, on a une dernière demi-journée qui est plus je vérifie si tout se passe bien, etc. C'est quoi ton meilleur tips de sales? Mon meilleur tip de sales, utilise le non. Ça veut dire quoi? Tourne tes questions en négatif. Le nom. Marc, d'accord. est-ce que tu serais contre le fait qu'on se prenne 15 minutes pour échanger? Est-ce que tu as plus envie de dire oui que si je te dis, Marc, est-ce que tu es dispo 15 minutes pour échanger? Là, je te dis non. Voilà. Mais si je te dis, est-ce que tu es contre le fait qu'on se prenne 15 minutes Ouais, pour c'est échanger? fort contre. Ouais. Exactement. Ah ouais. Le contre. C'est pas est-ce que t'aimes un tel, c'est est-ce que tu hais un tel. Bah non, je le hais pas, tu vois. Et donc là, tu m'as mis. Exactement. Ouais. Ok, très fort, très fort. Utilisez le nom. Utiliser Ok. le nom, c'est ce qui marche le plus si tu veux obtenir quelque chose. Tu considères du coup que ça marche? Tu te vois comment dans les prochaines années là? Tu te vois revenir dans un job en sales tech ou maintenant que tu as goûté à Ça l'entrepreneuriat? Non, je pense pas parce que maintenant que j'ai goûté à l'entrepreneuriat, j'aime trop ça. Ok. Vraiment, j'adore ça. Enfin, je suis créative quand même, tu vois. Donc, le fait de me lever, puis tu sais, quand t'es un peu livré à toi-même, j'ai pas l'autorité facile non plus. Hein. Donc, mes managers, ils savaient très bien, j'étais un cheval, mais il fallait me laisser un peu sauvage. Ouais. Faut pas trop me brider. Faut pas essayer de me faire rentrer dans un centre équestre et me faire des sauts, tu vois. Ok. Genre, dis-moi juste la direction où je dois aller, même si je fais un peu n'importe quoi, tu vois, j'y vais. En fait, j'ai cette image de ma vie, même dans l'entrepreneuriat, j'ai l'impression d'être sur des skis. Tu sais, quand tu skis et que tu vas un peu trop vite, que tu perds un peu le contrôle. Ouais. J'ai l'impression que ma vie en ce moment, c'est ça. Ok. Je suis sur un ski et je suis. Je dis, ok. t'inquiète, ça va le faire. Tu vois, et tu fais un petit saut et tu dis, putain, je vais me ratatiner. Tu fais, ah non, ça va, c'est bon. Mais tu sais que t'as pas le contrôle du truc. Et ben, je me sens un peu comme ça. J'ai l'impression d'aller un peu vite, sans forcément avoir le contrôle, mais je sais que je vais descendre la piste, tu vois. C'est juste, il y a peut-être un moment où je vais tomber,
J'ai pas encore prévu quand, tu vois, mais je mise un peu sur la chance. Mon beau-père, il dit un truc que j'aime beaucoup. Il dit, dans la vie, t'as les 3 C. Le culot, la chance et le courage. Ouais. On a qui appellent ça autrement. Les Espagnols l'appellent autrement, mais ouais, c'est la même chose. Bah, pour moi, c'est les 3 C. Ouais. Et culot, chance et courage. Donc, et toujours le courage, tu vois, n'aie pas peur, lance-toi. La chance, il en faut toujours un petit peu. Et chacun a sa chance, chacun a son unfair advantage, tu vois. Son avantage un peu injuste. Ouais. Et le culot, c'est n'aie pas peur. Vas-y, tu vois. J'ai pas eu peur, je t'ai contacté toi, j'ai contacté Hugo. Mais c'est ça, en fait, qui m'a permis, tu vois, de venir à la Paris Creators Week, du coup, de créer un lien, du coup, d'échanger, du coup, d'être là aujourd'hui, tu vois. Et tes opportunités, tu les crées. Et moi, en fait, maintenant que j'ai compris comment tu crées une opportunité, comment tu arrives à contacter des gens, comment tu arrives à rentrer en lien avec eux, comment tu arrives à t'intéresser profondément aux gens, et tu le fais pas forcément... Enfin, tu le fais toujours un petit peu par intérêt, parce qu'il faut arrêter d'être hypocrite. La vérité, c'est ça, c'est que tu as toujours des relations par intérêt. Tes potes, tu veux qu'ils te fassent rire, qu'ils te fassent passer du bon temps. Ta meuf, tu veux qu'elle t'aime, qu'elle prenne soin de toi. Bah, ton taf, tu veux qu'il te valorise et qu'il t'apporte du business. Dans le business, c'est pareil. Tu vois, tu as toujours un espèce de petit intérêt. C'est sain, tu vois, c'est pas forcément malsain. Tu dis, je m'intéresse pas à lui. Tu t'intéresses profondément aux gens. Après, bien évidemment, c'est dans un intérêt business, tu vois. Donc, il y a ce truc-là. Et l'académie, ça marche bien, tu vois. Mais mes clients, ils font... Là, j'ai une cliente, elle a signé 15 000 € sur une phrase. Un changement de phrase. En fait, c'est des petits trucs que je réajuste. Tu vois, j'ai des entrepreneurs, j'ai des commerciaux, des gens, ils sont dans la tech depuis 5 ans, ils font ma formation, ils sont trop contents, ils apprennent plein de trucs. J'ai des entrepreneurs qui entreprennent depuis 15 ans et tu vois, qui me font confiance. Je me dis, en fait, je peux pas laisser tomber les gens, quoi. Non, mais c'est bien. Je pense que tu as une super expérience, tu vois, dans des boîtes excellentes, que ça soit françaises ou américaines, tu vois, en sales tech. Et tu as trouvé, je pense, une super manière de capitaliser sur ton expérience d'avant. Et encore une fois, pour tes clients, ça a de la valeur parce qu'eux, ils vont faire de l'argent en fait sur tes conseils. Ça va directement impacter. T'as un ROI. Voilà, le ROI, il est évident, donc c'est beaucoup plus simple de dépenser de l'argent pour eux là-dessus, quoi. Exactement. Ok, bah écoute, ça serait quoi un peu le conseil que tu voudrais donner à la personne qui te regarde, mec ou meuf, tu vois, mais qui s'identifie dans ton profil Suis ton intuition, mais t'écoutes pas trop, c'est pas pareil. Tu vois, si t'as une intuition où tu sais que t'as les capacités d'eux, fais-le, n'écoute pas les autres. Les autres, ils vont toujours... Enfin, les gens vont toujours essayer de te rabaisser parce qu'ils vont projeter leur propre frustration sur toi. Ok. Donc, faut pas que tu le prennes personnellement, tu vois. Moi, j'utilise beaucoup les 4 accords Toltec, mais ne prends rien personnellement, fais toujours de ton mieux, tu vois. C'est super important. C'est quoi les 4 accords Toltec ? C'est ne prends rien personnellement, fais toujours de ton mieux, ne fais pas de suppositions, et je crois que j'ai oublié la 4e. On le mettra là, t'inquiète pas. Ouais, tu mettras la 4e ici. Mais ces 4 accords, pour moi, ils dictent un petit peu ma vie. Ça, c'est super important. Dis-toi que t'es pas dans la tête des gens. Et moi, ce que je recommande, c'est ne fais pas de suppositions, pose des questions. C'est un peu ma phrase fétiche. Si tu as l'impression que quelqu'un te la met à l'envers, ou si tu as l'impression que quelqu'un est méchant avec toi, ou si tu as l'impression que t'es pas à la bonne place, pose la question. Demande à d'autres gens, en fait. Dis-lui, tu vois. Marc, j'ai pas aimé ce que tu as fait. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu as fait ça, tu vois. Et là, tu auras un peu sa vision. Un peu comme dans Bref, tu sais. Quand il ouvre un petit peu le rideau, ouais. Qui lui montre sa vision à lui. Ouais, okay. C'est exactement ça dans la vie. Ça, ce serait le conseil que je donnerais aux gens, qui serait le plus utile, je pense, d'un point de vue général. Et après, dans le business, et une éthique de travail irréprochable. Il faut que tu charbonnes, il n'y a pas de secret. Vraiment, il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles, mais il faut que tu comprennes où tu vas. Tu conscientises un petit peu ton travail. Pourquoi est-ce que tu fais les choses comme ça, tu vois ? Cherche toujours à t'améliorer et demande plusieurs avis pour essayer de t'améliorer dans ton travail. Entoure-toi des meilleurs et ne laisse jamais les gens qui ne croient pas en eux faire en sorte que toi, tu ne crois pas en toi. Si tu ne crois pas en toi, personne ne croira en toi. Ok, écoute, très clair. Shannon, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que vous avez apprécié cet épisode qui était très spécial. Moi, en tout cas, j'ai adoré. Et n'oubliez pas, encore une fois, de vous abonner. Ça nous aide énormément. Merci beaucoup. Je vais claquer une bise à Nathalie tout de suite. Enfin, j'espère. Vas-y.